Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Comme chaque semaine, je suis toujours bien accompagné. Comment ça va, vous? Mais ça va et toi hein? Mais écoute, ça va. Ça va super. Il fait beau aujourd'hui, on J'aime profite. beaucoup cette intro. Oui, bah c'est vrai. c'est vrai. Exactement. Sauf que les gens l'ont pas encore entendu, je crois. Quelle intro? Bah l'intro de Bubble, mais en fait, tu sais, d'abord, t'écoutes pas les podcasts, j'ai l'impression. Si, j'écoute, mais en fait, t'as pas compris ce que je voulais dire. C'est Ah. que tu t'es privé d'un mot. Je veux pas trop lancer, je veux pas remettre une pièce dans la machine. Mais le fameux mot où je me frottais les yeux la semaine dernière, eh ben, tu l'as pas sorti. Je l'ai pas. Mais moi non plus. Mais je Oh, l'ai. il a les terrible. osios là. Ah, d'accord. On n'a pas dit les osios. Pardon, Ah, excuse-moi. non, C'est mais... perdu. je te pardonne de pas le dire. mais je le préserve pour la suite, en Ouais, fait, non, c'est pour non, ça, non, simplement. Hésite pas à passer à autre chose. À drop le Z-word. Et ouais, c'est ça. Voilà. N'hésite pas à ne pas le dire. Exactement. Je suis ravi de vous retrouver. Yes. Il s'est passé pas mal de trucs quand même ces derniers temps dans le monde de la sphère du design et Dans de le web l'innovation. 3.0. Et Dans la toile. Et blague à part, à chaque fois qu'on vient ici, il y a soleil. Mais c'est toi le Moi, soleil. j'étais- Mathieu. hier, Ah là là. Toi, t'es mon soleil. Ok. Quand tu es avec moi, il fait jamais nuit. D'accord. Tu illumines mes journées, Mais- Mathieu. C'est Avec vrai toi, le style qu'hier- n'est jamais en congé. Hier, je te jure, hier, tu te baladais en région parisienne, t'as l'impression d'être dans un Picard géant. Et là, en fait, on arrive chez Quentin, pouf. Franchement, ces 2 dernières semaines, je vais pas me plaindre. Vu les météos qu'on a vu des jours Ah, il d'avant. faisait froid. Il y, a eu, Là- il y a eu des jours qui étaient compliqués. Je sais pas pourquoi à chaque fois on fait un petit bilan météo, Parce que mais c'est ça important. joue sur le Ça joue l'humeur. sur le moral. C'est hein. un truc de fou. Ça hein. joue sur le moral. Ça se trouve, ceux qui nous écoutent là, lundi ou mardi, qui prennent la route pour écouter le podcast en Ça allant. peut être Imaginez-vous, compliqué. au le taf. podcast, il marche, il dure de ouf. Quand on va refaire des épisodes, parce qu'il faut le dire aux gens, on fait ça le matin, le vendredi matin, quand il va faire nuit, là, tu sais. T'arrives ici, il fait encore nuit. Ah, pendant l'hiver. Ouais, Ah, oui, ça va. ouais, Là, on ouais, est en mode les jours, ils c'est- rallongent. Donc, Là, on est bien. Là, ça va, c'est bien, tu vois, c'est le monde de Superman, là, c'est... Comment moi, ça s'appelle, la ville de Superman, là? Putain, j'ai oublié le nom. Smallville. Non, pas c'est pas là où il y a le Daily Planet. Euh, Comment ça s'appelle c'est- Métropolis. Métropolis. C'est ça. Et mais quand ça va Smallville, c'est la série. Je Ouais. sais, mais je sais pas, c'est le seul truc qui m'a popé en Voilà. tête là. être culture pop, paye ta culture. Non, mais quand ça sera Gotham City, ça va être moins drôle. Ok. Je suis un peu d'accord. Eh ben écoutez, Bon, en tout cas, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça va être très très cool. Aujourd'hui, on a pas mal de petits trucs d'actualité, à la fois aussi d'exclusivité. On va vous partager un petit peu. Eh oui. Quentin premier sur l'info. Oh. Eh ben écoute, pour le coup, on est sur nos applis. On Premier est sur pas mal. l'info. Solide. Quentin l'insider. Exactement. Renault m'a invité pour aller découvrir la R5 Turbo 3E. Ouh. Du coup, il va y avoir des petits trucs à vous parler et je vous invite à aller sur Instagram pour vérifier directement les photos parce qu'effectivement, on va parler de visuel, mais rien de mieux que la photo pour vraiment s'en apercevoir. Photos qui sont un peu cool en plus. Donc allez voir ça sur le compte de Bubble et sur mon compte perso. On va aussi parler de sujets insolites. On va parler d'actualité politique parce que là, il y a des trucs à dire. Et aussi de VR, notre futur un petit peu, notre porte de demain. On va s'en rapprocher de plus en plus. Est-ce que le réel ne serait pas obsolète? Ça sera la question d'aujourd'hui. La semaine dernière, on parlait de la Fashion Week. Elle continue cette semaine, mais dans un tout autre univers avec Jaguar. T'es une fashion, toi? Moi, je suis. T'es une fashion, toi? Arrête. Vas-y, t'es une Tu fashion. sais, Avec tu son sais. petit pendentif, Il marche là. sur le trottoir, les fashion. Tu Pour sais. ceux qui ont Il a la son petit pendentif sur lui. Bon, Ah, vous n'êtes pas sans savoir que Jaguar a fait un gros restylage, une grosse modification dans leur DA. Déjà, Qui, on en pense quoi là? qui a été un peu décrié. Moi, Joker. C'est la marque anglaise, le class, le James Bond, les méchants. tout Le ça. machin. Le British. Le British. Je D'ailleurs, suis- rien à voir, mais Jeff Bezos, il a récupéré les droits de James Bond. T'as raison, rien à voir. du Voilà, donc du coup. Ok, d'accord. peut-être qu'il y aurait J'ai Jaguar dedans. C'est Info vrai. dans Moi, l'info, je sais c'est pas, vraiment. vous regardez James Bond, je fais le mec qui a des news. C'est pour ça. Ouais, mais Mais en- James Bond, c'est plutôt Aston Martin. Jaguar, c'est les méchants. Ils avaient refusé Je sais pas, le j'ai contrat. entendu. Ouais, alors ouais, Ouais, mais c'est une bonne anecdote ça, parce que dans le roman c'était effectivement Jaguar, ils ont dit mais prêtez-nous des Jaguars quand ils ont fait les films, Jaguar ils ont dit bonjour, non. Qui est Du coup ils ont pris d'Aston Martin qui a dit oui à l'époque pour mettre en valeur la marque, et du coup c'est pour ça que les méchants conduisent des Jaguars. Mais Exactement. effectivement pour revenir à ta question sur le restylage, je suis pas fan de la transgression qui est faite vis-à-vis de l'esprit original. Voilà pour. Mais c'est un peu la tendance en ce moment avec même Ford Mustang là, qui a le passage en électrique. Sur la maquille, Et ouais. d'ailleurs, la maquille en elle-même, même le design, apparemment, je sais que les gens, ils disaient, ouais, on retrouve plus le.
Bah, je pense que c'est Le pas feeling tant le design, d'origine. je pense que c'est plutôt le fait que ce soit le badge Mustang. Mais ça va être intéressant parce que on va en parler avec Renault. Mais c'est vrai que le restylage de Jaguar, bon là on passe du tout au tout. C'est vrai que tu parlais de l'héritage, le côté classe, etc. Là on fait un switch en mode ultra futuriste et avec un positionnement très luxe, Luxe technologie, épuré, art. ouais. Ah, ils sont passés du Coca Light, On est là, vraiment c'est- passé là-dessus, quoi. Et surtout qu'on sent que les aficionados de ces marques-là, elles aiment pas trop qu'on touche, tu sais, au sacro-saint de comment c'était à l'époque, de ce qui fait Complètement. Parce que l'identité c'est de une la marque. grosse marque, Et exactement. dès que tu décides de renverser la table, direct, c'est mal pris par beaucoup de gens qui ont du mal avec le changement, en fait. En tout cas, c'est sûr que c'est un gros positionnement que Jaguar a fait. Ils ont mis all-in sur ça et on parle du concept type 00. Allez voir sur le compte de Bubble, vous allez voir parce qu'en fait, il est arrivé à Paris. Il était déjà présent à Milan, mais là, il a roulé à Paris dans une nouvelle robe French ultramarine, une teinte un peu mate profonde qui tranche complètement avec ce qu'on peut retrouver généralement. Et elle a déposé des stars devant les hôtels, Ouais. devant les défilés, etc. Ça fait un peu cinquième élément ou Bah, tu sais, Ready j'allais te Player sortir One. une rêve de vieux, mais je vais essayer de te montrer ça vite fait. Ça me rappelle furieusement les bagnoles qu'il y avait dans le Batman dessin animé des années 90. Ok. Qui justement joue avec un côté un peu. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit, je trouve quand même. Il y a un petit filet de rétro, je trouve, dans le côté. Dans le côté Il y a un côté Cyberpunk Blade Runner, ouais. ouais, Oui, il y a un Blade Runner, côté ouais. un peu, tu vois, voilà, film SF, mais à l'ancienne. Et tout en ayant ce côté très futuriste. Et c'est un peu à ça que jouait la série Batman, qui jouait un peu l'air, genre. Je sais plus, je vais essayer de positionner, mais c'était genre années 50-60, mais avec un design futuriste, tu vois, projeté dans le futur. Ok. Après, C'est comment dire, encore une fois, c'est un concept au niveau design, on peut être pour ou être contre, mais c'est un exercice de style en fin de compte. Complètement, c'est ça. Et puis c'est le fait que ce soit ultra épuré, sans avoir d'éléments même de détails, de portes, de trucs comme ça. C'est vraiment, on passe du tout un tout, incarnant vraiment une nouvelle vision créative pour Jaguar. Ouais. Après, bon, effectivement, c'est du concept très très bas. Juste pour quelques specs, parce que j'ai trouvé des petites choses là-dessus. Apparemment, elle serait attendue pour la fin 2025 avec un modèle de série annoncé avec 956 chevaux sous le capot, 770 km d'autonomie et un design proche du coup du concept qu'on aurait là. En tout électrique, on rappelle. Du coup. En tout électrique. Donc vraiment la Type 0, je pense qu'on n'a pas terminé d'en entendre parler. Et il y a un côté très mindfuck un peu comme le Cybertruck a pu le faire, mais là encore plus poussé. Donc je trouve que ça mélange vachement l'art et l'innovation. C'est assez intéressant en vrai. J'aimerais vous parler d'une petite actu un peu mignonne sur un réfrigérateur. Alors déjà, c'est pas sexy quand tu l'écoutes comme ça. Ouais. Le nom peut-être un petit peu plus, Amity. C'est un designer qui s'appelle Junho Han qui a imaginé Amity. C'est un réfrigérateur mobile conçu pour aider les personnes âgées à continuer de partager des repas et à maintenir des liens sociaux malgré les contraintes physiques. Ça va être utilisé par les geeks. Je suis désolé. Ça va être, ramène-moi une bière, il y a un Je robot, il va suis rouler. exactement d'accord avec toi. Moi, j'ai l'image de South Park, là, je sais pas comment il s'appelle, le personnage. Bah non, l'autre, tu sais, l'espèce de gros geek qui joue à Warcraft, là, là avec la calvoche, tu sais, sale sur le Ah oui, débardeur, là. oui. J'ai vraiment Son l'image de ennemi ça. juré. Ouais, c'est ça. Ouais, grave. Mais alors, il vient d'abord pour contrer un problème. Apparemment non, parce que c'est un fait. Avec l'âge, les problèmes de mobilité et tout ça, tu vas avoir un aspect contraignant sur la vie sociale qui devient de plus en plus difficile, où parfois, et on en a déjà parlé dans un épisode, où tu commences à créer des frontières. Et en fait, là, l'objectif, c'est vraiment de rendre le partage de la nourriture accessible à tous, pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées, mais c'est surtout en fait pour recréer une sorte de lien social entre par exemple les enfants ou les petits-enfants et les personnes âgées. Et globalement, tu peux envoyer un repas, donc par exemple moi je prépare un repas, je le donne à ma grand-mère, que je mets dans le robot. Et le robot va y aller si par exemple t'as pas le temps, tu drops juste un truc, etc. Et en plus de ça, tu peux ajouter un message vocal. Donc comme ça, le robot est un peu la continuité, l'extension de toi. Il y a un côté un peu triste de te dire, bon bah tu peux pas faire 2 minutes de plus pour aller déposer vraiment le repas. Ouais, mais en fait, on pense toujours à ça, mais on se dit jamais que ça peut arriver pendant que tu es au boulot, par exemple. Oui, Parce que, c'est vrai. en fait, la personne à mobilité réduite, elle va pas attendre que tu finisses ta journée pour avoir des besoins, tu vois. Je suis complètement Donc, d'accord. il Ouais, faut- ouais. je sais qu'on a tendance à tout de suite
voir le côté mauvais, s'auto-flageller, ouais, allez, t'as pas 2 minutes, machin. Mais à des fois, en fait, tu peux juste pas, en fait. Je pense que c'est sur le remplacement, surtout, ça peut poser des problèmes, à savoir, une fois que tu as une solution comme ça, est-ce que tu vas pas jouer la facilité puis te dire, bah, de toute façon, il y a l'outil qui fait ça à ma place. Du coup, Ça, oui. il n'y a plus besoin d'aller voir mamie, tu vois. Et en fin de compte, non. C'est de l'assistance. C'est pas un remplacement. Voilà, après, c'est entre toi et ta conscience aussi, tu vois. C'est Quand ça. tu le fais et que t'as la flemme, bah voilà, en fait, c'est pas la technologie qui est mauvaise, c'est juste toi qui est nul. Oui, ça. oui. Mais le mignon est hyper. Le robot, pardon, est hyper mignon. C'est vraiment un frigo avec 4 roues où tu vois vraiment le côté un peu néo-rétro. Et je trouve ça hyper intéressant de rapporter en fait cet esprit-là. Et en plus, il est bourré de tech. Il y a un capteur lidar pour la stabilité des repas, pour éviter de les renverser. Il y a bien sûr de la réfrigération embarquée. Il y a une ouverture double sens pour faciliter l'accès aux aliments et même pour les personnes en fauteuil roulant, avec une hauteur ajustable, un bouton d'urgence si jamais il y a un problème. Enfin, vraiment, c'est... Le design me rappelle un petit peu, tu sais, les robots livreurs Amazon qu'ils avaient testés pendant un moment, qui roulaient sur le trottoir et tout ça. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Tout carré et tout très, très, très épuré dans le Il y a un côté hyper mignon à cette techno et du coup ça rend le côté aussi un peu plus accessible. Tu sais, on parlait des robots un petit peu malveillants où on se pose un petit peu des questions de ouais, ça rentre dans notre quotidien. Est-ce que ça va pas impacter aussi le côté social, etc., notamment avec le Neo Gamma. Bon là, on n'est pas on est sur un robot parce que c'est un truc qui est autonome, mais on n'est pas sur un robot à proprement parler humanoïde. Donc ouais, voilà, je voulais vous en tirer 2 mots parce que c'est vrai que ça fait partie un petit peu de notre futur. Et puis, ça devient... et puis moi, ça me projette. Hein. Moi, j'ai l'impression de voir un peu tout ce qu'on voit dans Retour vers le futur. C'est vrai, oui, Mec, c'est vrai, complètement. Plus ça avance, plus je trouve qu'ils avaient une vision. Alors certes, en termes de timing, c'est pas le bon, mais il y a beaucoup de trucs qui sont inspirés, hein, je trouve. Oui, c'est vrai. Et donc, Amitié, ça devient vraiment le messager de chaleur et de solidarité. Je trouve ça... C'est un beau message. Ouais, je trouve ça cool. Alors, pour cette petite news du matin, j'ai une news que je crois que même vous avez probablement entendu vis-à-vis des États-Unis et de Trump sur la cybersécurité, que je crois que même vous avez dû en entendre parler. Trump, il s'y intéresse pas mal en ce moment. On préférait qu'il mette pas trop les mains dedans, voilà, qu'il laisse ceux qui savent s'en préoccuper. Et quand je dis ceux qui savent, c'est pas... Comment dire, son copain Elon Musk qui dit qu'ils n'utilisent pas SQL à l'État, ou alors que les attaques et l'attaque de X vient des IP d'Ukraine, parce que bon, c'est des choses, quand tu es expert, tu te bases pas sur ce genre d'informations pour... Je comprends pas, tu crois qu'un président surveille les gens ? C'est surtout que, bon, en termes de bêtises à rapporter, voilà, c'est pas parce que tu as une Clio qui t'a percuté que le conducteur il est français, tu vois, c'est à peu près le même débat qu'on a vis-à-vis de ce genre de choses-là. Mais là, dans sa lubie comment dire, de faire des coupes budgétaires, vous en avez entendu parler, il y a Elon Musk qui fait le tour de tous les ministères pour dire si vous ne savez pas, si vous savez pas expliquer votre taf, vous vous cassez globalement. Si vous ne servez à rien, cassez-vous. Cassez-vous, c'est ça. ce qu'il a fait avec Tesla, clairement. C'est ce qu'il a fait avec Tesla, ce qu'il a fait avec pas mal de trucs liés à l'énergie. Mais là, sur la cyber, en fait, il y a comment dire, l'agence américaine de cybersécurité et des infrastructures, donc la CISA, qui est très connue dans les gens de la cyber, la Cyber Security Infrastructure Security Agency. Ils ont juste coupé $10 millions de financement à un organisme non gouvernemental, enfin, comment dire, gouvernemental, mais à but non lucratif, qui s'appelle le CIS, qui est le Center for Internet Security, qui est bien connu aussi des gens de la cyber, puisqu'ils font des benchmarks régulièrement sur des mesures de durcissement appliquées sur des systèmes d'exploitation, des logiciels, ce genre de choses. Et c'est très utilisé dans la cyber à l'international, c'est pas que américain. Et c'est une décision du coup qui a été donnée par l'administration Trump pour, alors je cite, freiner le rôle du gouvernement américain dans la sécurité des élections. En fin de compte, c'est couper du financement pour faire en sorte de moins protéger les élections américaines des ingérences externes, étatiques. Donc je suis pas certain du positionnement. Oui, là c'est... Quand tu sais que ça a été vivement critiqué pour son premier mandat, ce genre de décision, et le fait qu'il y avait eu tout le micmac avec, tu sais, Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg, ce genre de choses, un peu bizarre. Ça intervient un petit peu après le fait qu'il a annoncé que les États-Unis ne surveilleront plus la Russie en termes de cybersécurité, encore une fois, donc que ce soit les attaques qui sont menées sur les infrastructures, ou eux-mêmes les actions offensives qu'ils peuvent mettre en place
comment dire, de manière, tu sais, comment dire, attaque-défense. On se demande un petit peu où est-ce qu'il se positionne vis-à-vis de ces relations-là avec la Russie. On dit qu'il essaie de montrer un petit peu patte blanche, dans le sens où, oui, vu qu'on va vers un cessez-le-feu, c'est pas rare qu'il y ait ce genre de décision qui soit prise pour Ouais. montrer un petit peu, voilà, on est un peu cool. Après aussi, il est déjà dans l'étape d'après, je suis d'accord avec toi. Il y a sans doute le conflit en Ukraine qui est là, mais en fait, ce qu'on sait en sous-texte, c'est que déjà Trump, il en a rien à battre un peu de cette guerre, mais surtout, il veut essayer de réchauffer les relations entre la Russie et les États-unis pour le business. Ouais, mais Il y a là, beaucoup de sociétés américaines qui sont parties de la Russie, qui faisaient énormément d'argent, et ils voudraient renormaliser un petit peu les relations, et c'est un peu dans ce cadre-là qu'il fait tout ça. sur la politique, je comprends. Après, sur comment dire la résilience de leurs infrastructures et surtout des infrastructures critiques, des bancaires, etc. On se pose la question à savoir s'il vient pas de donner vraiment le ticket d'or Willy Wonka pour venir bousiller tout ce qu'il y a. Alors, on va quand même rassurer, ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent toutes les activités. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ces activités, déjà, c'est ce qui est dit, c'est pas ce qui est réellement fait. C'est peut-être juste un coup politique, médiatique. Aussi, voilà, c'est du marketing. Mais ils vont pas arrêter du jour au lendemain de dire ah ça vient de la Russie, on lève les mains. Bah, c'est clair. Par contre, derrière, il y a peut-être une pression qui va être faite pour d'autres entités qui seraient pas gouvernementales, qui pourraient subir la pression de l'État pour dire écoutez, si vous faites des actions offensives contre la Russie, vous arrêtez maintenant. On veut montrer, on veut faire bonne figure. Puni par la loi, quoi. C'est ça. En vérité, ça l'est déjà. Le hackback, c'est pas autorisé dans tous les pays. Oui. Mais par contre, les actions d'intelligence, c'est-à-dire étudier la menace, ça, tu as le droit. Et ça, pour le coup, faire de l'attribution, de dire voilà, les actions sont menées par des acteurs de Russie parce que c'est un mode opératoire qu'on connaît. Voilà. Ouais, à surveiller, quoi. C'est à surveiller, ça intervient un petit peu après. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, il y avait eu l'intrusion, l'attaque à la supply chain de SolarWinds qui avait permis notamment à des groupes affiliés à la Russie de espionner les communications gouvernementales pendant à peu près 9 mois. Donc on n'est pas sur quand même une petite attaque, c'est quelque chose de bien financé, de bien développé. Et ça intervient un petit peu après également le licenciement de l'entièreté du Cyber Safety Review Board, qui est un groupe, une entité du ministère de la Sécurité de l'Intérieur et qui faisait des rapports détaillés sur les événements cyber majeurs qui avaient frappé les États-Unis. Donc c'est littéralement une entité, alors je crois qu'ils étaient une quinzaine de personnes qui ont été du coup licenciés, qui étaient en charge de rédiger des rapports sur des événements majeurs en cyber pour les retours d'expérience, pour l'attribution, pour de l'amélioration continue, ce genre de choses. Tout ça, il y a eu des experts, notamment Jérôme Billois, qui est un VP de Waystone, qui s'interroge sur les impacts que ça pourrait avoir, et pas seulement sur le rayonnement américain, mais à l'échelle internationale, à voir si effectivement c'est quelque chose qui va être pérenne ou qui se joue plutôt dans un guerre j'allais dire guerre froide, mais on n'est même plus en fin de compte dans son texte de guerre froide et des relations de guerre numérique un petit peu, mais qui se joue sur le plan politique et sur les relations internationales. Ce qui est sûr, c'est que nous, même si c'est des organismes américains, il y a quand même une grosse coopération qui est faite vis-à-vis de nous, enfin de l'étatique au niveau français, mais au niveau même européen. Et que le fait de voir s'éroder ce genre d'interaction, ce genre d'initiative, notamment le CIS, notamment le CISA, qui est une entité qui fournit des infos vraiment de grande valeur. CISA, on peut peut-être rappeler pour les gens qui nous écoutent. Là, la Cybersecurity et une Infrastructure Security Agency, qui est normalement une branche du ministère de l'Intérieur, de la Défense américaine, si je ne dis pas de bêtises, qui est en charge de la sécurité et de la résilience des infrastructures critiques des États-Unis, mais qui produit pas mal d'études et de documents qui ont du personnel très très qualifié sur la recherche de menaces, la publication de vulnérabilités exploitées, ce genre de choses. Donc, même si c'est un organisme américain, il y a beaucoup de coopération internationale qui est faite au niveau de ces organismes-là. Où les instances de cybersécurité communiquent quand même vachement. Dès qu'il y a une grosse attaque, généralement, c'est pas que isolé dans un pays. Et les infos sont vachement partagées quand même. Ouais. On est souvent sur le terrain de se dire, effectivement, on communique pas trop. Il y a des organismes, il y a des coopérations qui sont mises en place justement pour favoriser l'échange d'informations et faire en sorte qu'on soit un petit peu tous informés de la même manière, surtout, le bloc allié du bloc moins allié pour rester un petit peu politiquement correct. Mais le fait de voir une initiative comme ça s'éroder, ça peut avoir un impact sur nous, puisqu'en fait, tu perds potentiellement de l'expertise et une source d'information. À voir ce que l'actualité nous dira, si effectivement c'est un double jeu politique ou médiatique, plutôt que de vraies décisions liées à la fin de l'analyse de menaces ou vraiment de la fin de l'expertise cyber sur la partie gérée par le CISA et le CIS.
Je vous propose une petite exclue Allez. autour de la R5 Turbo 3E. Bon, je sais qu'il y a des amateurs de Les la diesel R5. ou- Ah non, là on est. Alors là, on est terminé le diesel, Mathieu. C'est Là, foutu. là, c'est Essence, c'est alors, terminé. 3E essence. Non, alors 3 parce que c'est la troisième turbo. Ok. Et E pour électrique. Hmm. Bravo. C'était une de mes questions. Des amateurs de Renault ici, R5 La R5 Turbo 2 qui avait couru en groupe B, c'était quand même une sacrée voiture. Hein. Mathieu, Elle a- tu t'en bats les couilles. Elle a Non, en vrai, je cassé suis des monté culs. dans plein quand j'étais petit, mais après, en vrai, je suis pas hypé de ouf par les bagnoles, mais je sais qu'elle avait une grosse réputation, la GT Turbo, il me semble. Ah, c'est pas GT Turbo, c'est vraiment la Turbo 2, c'est une qui a été produite à très peu Ouais. d'exemplaires. et Mais qui il y a avait une couru, GT mais- Turbo, Il y avait une non GT Turbo, ouais. Ouais. Et la dernière R5 électrique, là, vous en pensez quoi? J'aime bien le design. Bon, l'électrique, voilà, je vais pas tirer sur l'ambulance. Et pour faire un petit écart, je comprends pas le positionnement entre la R5 et la A290, qui est la version alpine. Oh là là, t'es sûr que De- tu vas en parler là? Non, je veux pas en parler, mais Ça va me donner mal au crâne, je vais commencer à embrouiller des gens. je lâche le truc, voilà, je comprends pas. J'aime bien visuellement, mais je ne comprends pas. Mais voilà, t'as Écoute, ma réponse. peut-être qu'on va avoir des réponses. En tout cas, moi, j'ai pas mal parlé avec les gens de chez Renault. Hier, du coup, j'étais à l'usine Flin pour découvrir cette nouvelle voiture. Mais on a pu discuter, du coup, avec les équipes marketing de Renault, etc. Faire aussi un petit throwback de tout ce qui s'est passé. Ils nous ont fait une petite sélection de belles voitures aussi. Et de moins belle aussi. parce que j'ai vu que tu as vu de moins belles. le Renault Avantime, dont on a Ah un ouais, peu ouais, discuté. On a pas mal de. Ils ont sorti pas mal de belles voitures et de moins belles, clairement. Mais ils se sont permis, à l'époque, ils se permettaient de faire des choses. Exactement. De tenter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parmi tout ça, on a du coup la nouvelle R5 Turbo 3E que vous allez découvrir à partir d'aujourd'hui parce qu'il y avait un embargo jusqu'à 7h. Globalement, ça va être une voiture produite à 1980 exemplaires. Donc une voiture assez exclusive. La réservation se fera en 2025. Donc là, courant avril, un truc comme ça. Pour une sortie courant 2027. Bon, déjà, ça Laisse venir. quoi. Tu la sors en dis- prévision, quoi. Ouais, tu dis déjà, il y a un truc. Bon, apparemment, ce serait des histoires de signature. Ils attendraient que les clients ralassent, quoi, pour commencer à s'avancer. On te compte parmi les clients, toi, ou pas? Est-ce que tu remplaces la Tesla par là? Non. 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 Alors, en plus de ça, déjà, il y a peu d'exemplaires. Mais c'est surtout qu'ils nous ont pas donné le prix parce que bon là on est vachement en avance sur le process. Apparemment elle les aurait courant avril, mais bon même là on n'est pas trop sûr. Quoique pour une réservation quand même il faudrait Ça avoir le sera prix. mieux, hein. C'est ça ce que je voulais dire, ouais. C'est quand même mieux. Un petit apport éventuellement pour la Exactement. réserver, ouais. Mais ils nous ont dit, alors déjà il y a un mot qui m'a retourné. Ils ont appelé la R5 Turbo 3E une supercar. Alors, est-ce que tu as peut-être des spécifications techniques pour appuyer les propos? Alors pour eux, supercar c'est déjà une voiture qui fait plus de 2 mètres de large. Donc effectivement elle fait 2,03 m supercar. C'est une voiture qui fait plus de 500 chevaux, elle en fait 540. Ok. Je ne comprends pas à quel moment c'est une C'est supercar. pas une supercar. Donc pour moi une supercar c'est certaines Maserati, c'est des Ouais. Ferrari, c'est des Lamborghini. Bugatti, éventuellement. Ça, même Bugatti, je mettrais ça sous le terme de hypercar si jamais on C'est vrai. emploie ce terme. Mais bon, bref, déjà, ça m'a foutu le mort. Supercar, c'est vraiment, tu compares ça à genre une Miura, tu vois. Oui, Lamborghini Miura. C'est... exactement. Non, c'est. Renault, grand respect, hein, mais il faut redescendre. Je suis complètement d'accord. 500 chevaux, t'as la performance, la Tu leur dernière as dit ce Tesla soir, performance. asseyez-vous, c'est sûr là. Il y a encore un peu de temps. Je suis avec vous, le marketing, là, je suis désolé, venez, on se pose 2 secondes parce que là, vous allez vous. Enfin, je le sens gros comme une maison Ça là, va se sur faire les tailler, ils vont coms. se faire tailler. Mais par contre, ils ont. Alors, effectivement, le fait que ce soit 1980 exemplaires, ça va appuyer sur ce fait. Ils ont appuyé sur le fait que ce soit une voiture de futurs collectionneurs. Alors, je pense qu'il y a le nombre d'exemplaires, mais il va y avoir aussi le prix. On l'a pas, mais je pense qu'on sera sur un billet de genre 150K, un truc comme ça. Je pense un peu plus, hein, même. Peut-être Elle même a un peu combien plus. la R5 de base la... Ouais, je sais la pas, c'est R5 une bonne 2, question. enfin 3 Ça doit être électrique. 25 000, je pense. Oh, je pense que t'es loin du compte. Je continue l'épisode, je vais checker sur mon cellulaire. En tout cas, et c'est là où je voulais en venir parce que c'est intéressant, ils ont appuyé sur le fait que c'était une voiture de groupe. C'est-à-dire qu'on va retrouver le badge et l'héritage de Renault, puisque la R5, ça vient de chez Renault, même s'ils avaient fait à l'époque une R5 Alpine. Mais en tout cas, c'est une voiture qui sera badgée Renault. Par contre, l'ingénierie entière est faite par Alpine.
Donc c'est là où ça commence à devenir un peu intéressant, c'est que toute cette partie-là, le côté moteur et tout ça, c'est Alpine. Et pour le côté logiciel et la charge, ça va être du côté de chez Ampere et Mobilize, deux entreprises qui appartiennent du coup au groupe Renault. Donc on a vraiment un agglomérat d'expertise à gauche, à droite, et ça, je trouve ça assez intéressant. Mais ça pose aussi une question. Effectivement, on a l'héritage Renault avec la R5 Turbo, etc. Mais généralement, ce département ultra sportif, bah, c'est du côté d'Alpine. Donc, est-ce qu'ils mettent pas un gros taquet, un tacle glissé à Alpine sur le passage? Au niveau du positionnement, ouais. Bon, c'est la question que je t'ai posée en off quand t'as parlé de ce sujet-là. À savoir que normalement, c'est censé. Il n'y a plus Renault Sport. Mais oui, Renault Sport, c'est Alpine. c'est ça. Donc pourquoi faire une voiture de sport, une hypercar selon leurs propos, et ne pas la badger Alpine? Est-ce que c'est pas encore une fois pour jouer sur la carte de la nostalgie et encore Justement, C'est pour moi, ça, c'est ça. exactement. Là, parce que la exclusif Alpine au truc, Turbo quoi. 3, personne n'aurait compris. Ou la Renault Alpine Turbo 3 5E, non. Ça fait Bah peut-être un peu après, compliqué. effectivement, ça pourrait faire un lien avec la Renault, la R5 Alpine qui existait à l'époque. Mais bon, pour le coup, je pense que à la fois c'est une bonne idée parce que ça, on retourne au côté héritage justement de la R5 qu'on avait à l'époque. Et puis les aficionados vont retrouver un petit peu ce côté cool de ah putain, Ouais. c'est la R5 que je connaissais, ça reprend des codes et on va en parler. Mais à côté, pour moi, ça tacle d'un côté Je crois, leur division sportive, quoi. je crois que je viens de voir Rewan regarder son cellulaire. Tu voulais nous donner le prix. Alors le prix, il était pas très loin en fin de compte. Ouais, t'es effectivement C'est- un peu plus de 25 000, 26 000 pour bonus écologique Alors déduit sur la version de base. Et ça peut monter à quasiment 30 000 pour la version iconique. Et 40 000, je crois, pour la Personne n'a la 290. Voilà, et si jamais tu as. Mais c'est hors option, c'est-à-dire qu'elle n'est pas configurée, c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc à voir, ça paraît pas dérisoire, effectivement, 100 000, 150 000 Ouais. pour une voiture exclusive comme ça. Après, le problème, c'est que quand tu achètes ce genre de voiture-là, en général, tu fais aussi un investissement, tu t'attends à la revendre plus cher. Je suis pas certain que pour un véhicule électrique, ça s'applique de la même manière que les véhicules classiques thermiques. Moi, je Ah fais une dédicace à tous ceux qui ont entendu mon jingle et qui l'ont reconnu. C'est méga sûr. Mais Vous n'avez Méga pas sûr. entendu? Il a parlé à 1% de la Mais non, mais communauté. j'ai fait une musique, c'était la musique du juste prix. Punaise. Ah, franchement, d'accord. les gars. bah, Bon, t'as spoil. En tout cas, il y a un truc qui pourrait éventuellement la faire devenir collection. Et c'était assez intéressant, malgré le fait qu'on parlera un petit peu des performances à côté. Mais ils ont vachement accentué le fait de la personnalisation. Ok. Que ce soit intérieur, extérieur, globalement, les personnes qui vont, et si c'est vous peut-être, qui achèteront cette R5 Turbo 3E auront carte blanche sur la personnalisation. Donc, à la fois sur toute la partie extérieure, le covering extérieur, la couleur, les stickers, absolument tout. Et même à l'intérieur, sur le siège, enfin les sièges, les tableaux de bord, les textures, absolument tout. Ça va être carte blanche. Et même, c'était marrant parce qu'on en a parlé, on leur a dit, mais en gros, une R5 Turbo 3E Hello Kitty, c'est OK pour vous. Bah, on fera avec. Écoute, je pense qu'à mon avis, il y a des trucs qui vont se faire rembarrer quand même, mais Alors, mais c'est sûr le que débat, le truc est osé. Et le ça, côté déontologique, bon, ouais, ça va fermer Voilà. des portes. Mais par contre, le débat, enfin, ça va ouvrir toutes les cartes, quoi. c'est un peu rigolo, ouais, c'est ça. Après, ça explique aussi peut-être le fait qu'il n'y ait pas de prix pour l'instant, parce que si tu te fais une voiture full Alcantara à l'intérieur, ce sera pas le même prix que le mec qui met juste du Bah, tissu. après, oui, tissu, ouais. tu payes les choix, quoi. Mais c'est un peu ce que. Dans tous les cas, comment tu dire, payes, ouais. Je me déteste pour ce que je vais dire, mais c'est un petit peu l'effet, ce qui a été fait pour la Bugatti Veyron, où ils s'étaient mis à sortir 15 000 éditions limitées pour Oui. rarifier un petit peu le produit et faire en sorte qu'ils se vendent. T'avais des trucs genre l'or blanc, t'avais des voitures Nacré et éditions, tout, Ouais, mais c'était que des éditions de fou à Ouais. chaque fois, des trucs avec des éditions limitées sur des noms de pilotes. Quitte à avoir de l'exclusif, tu veux pas avoir la même voiture que tout le monde, Complètement. tu vois. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant, ramener sur la Turbo 3E. Maintenant, à voir les résultats. Hein. Enfin, cette voiture peut vous être familière parce qu'effectivement, comme tu le rappelais, bon, on en parlait un petit peu avant, mais en 2021, ils avaient sorti un concept car du coup de cette Turbo 3E qui est un petit peu différente côté Qu'on avait design. vu au salon de l'auto, ouais. Exactement, et qui a différents coverings en fait, différentes textures, différentes couleurs et tout ça, et c'est justement au début pour accentuer le prémisse de la personnalisation infinie de cette voiture. En tout cas, j'aime beaucoup les lignes. Visuellement, je la trouve très très sympa, très très galbée, Et bah bien justement, fidèle à on l'original. va en parler parce qu'effectivement, elle reprend vachement les codes de l'original avec, globalement, en fait, si vous regardez d'au-dessus, t'as la R5 et ensuite t'as un énorme module d'accentuation. Je crois que c'est 27 cm de plus qu'une R5. Sur l'empattement, tu veux dire Sur- l'espace ouais, entre sur- les roues. exactement. Ah, sur la largeur de la Sur la carrosserie. largeur. Ok. Donc c'est pour ça qu'elle fait 2,03 m. En tout cas, elle est affûtée.
charismatique un petit peu. On sent qu'il y a une présence, il y a du travail. Elle reprend des codes un petit peu de ce qu'on peut voir à gauche à droite chez Renault, mais aussi chez Alpine. Même au niveau du volant, hein, c'est le volant de la 290, mais cette fois badgé Renault. Donc c'est une voiture qui est 2 places avec 2 écrans qui reprennent ceux de la R5. Ça sera bien évidemment une voiture homologuée route. Et il y a même un coffre du coup au niveau du coffre. Donc pour mettre des valises et tout ça, tu peux vraiment rouler avec quoi. Et ça c'est le côté cool quand même de cette voiture. Sinon je crois qu'il y a une plateforme en alu, mais tout le reste est en carbone. Oh, quand même. Donc ça c'est chouette. Il y a des vraies écopes de freins sur les côtés pour refroidir les roues, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ils ont travaillé sur une toute nouvelle technologie avec 2 moteurs au niveau des roues arrière. À la fois pour reproduire le côté turbo en temps réel, parce qu'effectivement elle a le nom turbo, elle a le badge, l'héritage, mais il n'y a pas de turbo Pas de dedans. turbo, ce n'est pas un thermique. Il Mais n'y a pas Ouais. d'air, monsieur. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de détonation. Donc pour récupérer un petit peu cette sensation du turbo, alors au niveau du bruit, peut-être qu'ils feront un truc design, machin, enfin sonore. Bah ouais, un comme ils design ont fait, sonore. genre mettre des enceintes, mettre les. Ou même comme on avait fait Hyundai, avec la pas Mach-E. Ouais, ou Hyundai, je crois avec la Ioniq, où tu as carrément les palettes où ça fait de la simulation de quand tu passes les Exactement. vitesses. Et bah là, en fait, ils veulent que à travers ces 2 moteurs sur les roues, tu puisses mettre beaucoup plus de couple d'un coup sans avoir cet effet de latence entre Le turbo lag, avec ouais, le turbo qui gonfle, qui charge comme exactement. les voitures à l'ancienne. Et Mais avoir c'est- la sensation aussi, tu vois, d'un petit peu de glisse et tout ça, sachant que tu pourras enlever des modes pour faire des drifts comme à l'époque où tu peux retourner la voiture, faire des Ah, donc c'est une 3-6 et tout ça. propulsion. Il n'y a que 2 moteurs à C'est une l'arrière, on n'a propulsion, pas à l'avant. 2 moteurs ça, à c'est l'arrière. rigolo. Ça, c'est- Et, ça, c'est- et en fait, c'est là où pour moi ça va être hyper intéressant, c'est de voir cette nouvelle techno arriver. D'abord Ouais. sur la R5 et puis ça sera sans doute décliné ailleurs, mais c'est ouf. Parce que en fait, un point intéressant là, ce que tu dis, c'est qu'il y en a beaucoup des voitures propulsion. Tesla, la plupart, si tu les prends pas en perf ou tout ça, c'est de la propulsion, mais c'est vachement bridé pour la sécurité, parce que l'électrique, si tu mets 100% du couple, tu Exactement. restes sur place. T'as juste la roue qui tourne dans le vide. Déjà et tu pars en bridé, et burn. puis ensuite il y a aussi le côté latence dont je parlais, où quand t'as un moteur, bah faut qu'ensuite que ça soit transmis au niveau des roues et tout ça. Là en fait le moteur est dans la roue. Et dans les roues, t'as pas l'embrayage, t'as pas de ces trucs-là, donc tu Exactement. peux vraiment l'allumer Et un truc cool. tour minute. Et toi qui va te parler, c'est qu'à l'intérieur, t'as un levier de frein. Ouh, ils ont mis un petit frein à main hydraulique, les coquins. Exactement. Ah, ça, c'est rigolo, Alors ça. hydraulique, je sais pas s'il le sera. Mais il y a un en frein tout- manuel, mais il y a en tout le cas, grand frein à main, ouais, manuel justement qui récupère l'héritage là-dessus. Pour vous donner quelques chiffres, on serait sur 400 km d'autonomie. Vu le format, c'est annoncé. pas. Après, bon, quand tu la mets sur circuit, ça sera globalement 20 minutes de course, 20 minutes de charge, 20 minutes de course, 20 minutes de charge. 270 km maximum, sachant que vu que la voiture est pas définitive. 270 km/h ou kilomètres de distance? Non, kilomètre-heure, ouais, ouais, ok. pardon. Mais vu que c'est pas encore une version définitive, ils sont en train de pousser un petit peu pour essayer d'optimiser. Pour un 0 à 100 aussi, en 3 secondes 5. C'est sympa. Mais là encore, ils essayent de tirer un petit peu vers le bas. En propulsion, tu pourras pas faire, ça motorise pas plus. Il faut faire passer la puissance au sol. donc. C'est ça. Après, bon, bah voilà, ils en sont là. Pour l'instant, c'est un projet qui va sortir, que vous allez pouvoir découvrir, peut-être même rouler si vous avez l'occasion et même l'opportunité de l'acheter. Mais il y a ce côté hyper attrayant de à la fois de voir l'héritage repopper et de voir une nouvelle manière en fait d'aborder l'électrique. C'est un peu le grand truc, c'est que l'électrique c'est chiant, l'électrique c'est fait pour aller d'un point A à un point B, c'est les voitures du quotidien. C'est plus Et fun, en fait, ouais. on essaye d'aller maintenant, les marques et notamment Renault, et avec la sortie de la R5 classique, mise ça comme ça, avec des couleurs très pop, Ouais. essayer de redynamiser un petit peu cet univers de l'électrique. Et je trouve ça pas plus intéressant justement d'avoir ce côté, même si c'est une voiture qui aura peu d'exemplaires, et bah au moins ça rajoute une nouvelle touche, un nouveau brin dans Je l'écosystème suis d'accord avec électrique. toi. Ils sont pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont pas obligés de le faire. À l'époque, ils le faisaient parce qu'ils pouvaient se permettre, voilà, de faire un petit peu, de tenter d'innover, de faire des petits concepts et tout. Je critique un petit peu Renault parce que voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord, que ce soit en termes de finition, de positionnement ou de comment dire, de sensation de conduite. Mais au moins là, ils sont repartis sur quelque chose où ils tentent quelque chose, et ça, que le résultat soit bon ou soit pas bon, l'histoire nous le dira, mais au moins ils ont tenté. Pour la petite note insolite de l'épisode, vous connaissez Jean Imbert ou pas ? C'est un chef. C'est un chef cuisinier qui est notamment chef de l'Orient Express, je crois maintenant, et de beaucoup de beaux restaurants. Il me semble qu'il avait fait Top Chef à l'époque.
C'est possible. Bon, je m'avance sur un terrain qui commence à être glissant. Quoi qu'il en soit, il revisite désormais les films cultes de Disney en plats gastronomiques. Il vient d'ouvrir son nouveau restaurant qui s'appelle La Forêt Secrète au cœur de Disneyland Hotel à Disneyland Paris. Et globalement, c'est une adresse inédite qui promet une expérience gastronomique immersive, plongeant les convives dans les univers féeriques des grands classiques Disney. Ouais, les prix aussi, à mon avis, vont être féeriques. Alors, je pense qu'ils seront féeriques. Et en tout cas, on est dans un bel univers, un beau cadre. Je vous mettrai la photo une nouvelle fois sur Insta, mais on sent qu'on est dans l'univers Disney, mais revisité à la sauce un peu plus luxe. Mais surtout, ce qui est le must, j'ai envie de dire, c'est que vous allez pouvoir aller dans ce restaurant pour manger du Disney. On parle par exemple de la pomme ensorcelée des 7 nains. On parle de la ratatouille de Rémi. On parle du pain brioché et condiments qu'on retrouve dans là-haut, en tout cas dans la forme du plat. Les spaghettis de Tony et Joe, on retrouve un plat sous l'océan. Enfin bref, pas mal de plats un petit peu cool. Trop hâte de manger le homard. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est un le homard, mais c'est lui, maman, c'est le homard du dessin animé. T'as même la tagine du prince Ali. Bref, pas mal. je voulais vous en parler parce que je trouve ça. Raciste. Voilà. Comment ça, raciste? Non, je plaisante. Oh là là, tout de suite. En tout cas, l'atmosphère, je pense qu'elle peut être hyper cool. Est-ce que c'est un truc qui vous tente, toi, vous, d'y aller Moi, la bouffe, moi, j'aime bien. Hein. Bah, pour toi, pareil, Mathieu, mais après, mais- le problème, c'est que c'est le tarot, en fait. C'est toujours pareil. Mais le C'est tarot, ça, j'ai. les tarifs, à mon avis, déjà, rien que chez Disney, pour un sandwich, t'en as pour 25 €. Alors, à Disneyland, ouais, c'est clair que. C'est pour ça, hein. T'as pas remarqué, les gens, le premier truc qui vient, l'accessoire le plus en vogue dans Disney, c'est le sac à dos avec le sandwich triangle. En vrai, bah ouais, je comprends. Après, si tu veux l'expérience premium et que t'as de l'argent et que c'est ta sortie ouais, de et puis c'est l'année, ça. voilà. T'es dans un bel hôtel, tu vas manger dans un beau restaurant. J'essaie de vous chercher le prix, mais il y en a pas. A priori, en tout cas, c'est ouvert à tous, y compris les visiteurs ne séjournant pas à Disney, donc on peut y aller. Pro tips y peut-être aller. de pas le faire le midi. On peut leur dire, hein, parce que vraiment, vomir votre repas étoilé dans le comment ça s'appelle, dans le tonnerre de Zeus, pas l'idée de fou. Dans le tonnerre de Il y a pas de Zeus. tonnerre de Zeus. Pardon, Il y a c'est la- Astérix, je me suis trompé de licence, veuillez m'excuser. Aucun lore. Dans le Hyperspace Il y a Mountain. des lores, et Dans lui, le il a dit, tu hyperspace. sais quoi, on balèque. Ah, vraiment? Je l'ai Ah. cherché, en plus, je me suis dit, non, c'est pas le goût du risque, Ah. c'est Il le a tonnerre fait, de non, Zeus. c'est bon. Oh, c'est bon, c'est un grand oui, vous allez pas me faire chier, là. saoulez pas. Ouais, Oh là là. vomir dans le bateau pirate de la mer des sables, frère. Vraiment. Lui, il me vanne. En tout cas, l'atmosphère, je pense qu'elle peut être hyper cool. J'ai bien envie d'y manger. Si jamais vous y passez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. N'hésitez Parce pas à que, vous à croiser Quentin à table. N'hésitez pas. Ouais, C'est la si jamais. cantine. À C'est nous la mettre les cantine. photos. Imaginez. Mettez-nous vos photos du ticket de caisse aussi, moi j'ai envie de voir. Je suis très porté sur l'oseille. je Et veux Jean voir. Humbert, bah écoute, n'hésite Jean- pas à nous inviter si jamais t'as on vient. envie. Nous, ça nous régale. Et puis, on ouais. fera On une sait qu'il nous dégustation écoute. podcast. De son Voilà, sûr, c'est tu vraiment. donneras juste le ticket de caisse à Quentin. Oh, le défraiement. Ça sera pour Bubble, t'inquiète. Impeccable. De mon côté, moi, mon actu elle va vous emmener dans un tout autre univers. Ça va être les lunettes et la VR, puisque en fait, Google a acheté une petite startup qui s'appelle Adoc pour une valeur d'ailleurs de 100 millions de dollars, avec un petit bonus supplémentaire. Oh, c'est pas très cher. Non, de 15 millions. Bah, ils vont pouvoir s'en faire des restos, là, Disney. Tu m'étonnes. supplémentaire. Ils vont acheter Cédric. Grave, de ouf. On t'embrasse. En tout cas, qu'est-ce que ça amène tout ça? Eh ben, ça amène l'idée d'apporter une techno, donc comme je le disais, de suivi des yeux. On appelle ça le eye tracking en anglais, mais là, l'idée c'est que Google est en train de travailler sur ses futurs plans. On le sait, il y a le projet Muhan de chez Samsung qui est un peu le fer de lance du futur système d'exploitation Android XR là, de chez Google. Et en gros, cette société-là va intégrer les équipes d'Android XR. Donc tous les employés d'Adoc vont aller rejoindre les équipes de Google. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Ben, il y en a plusieurs. Il y a la première chose, c'est que en fait, dans les casques VR, ce qui est très difficile, c'est que c'est très consommateur en termes de ressources de puissance. Souvent, c'est pour ça d'ailleurs que les jeux sont souvent qualifiés de pas très beaux, de pas très ambitieux, on va dire. Parce qu'il y a en termes tout de un graphisme. environnement à construire. Ah, c'est surtout que tu as et deux une images. immersion. T'as deux écrans, T'as ouais. deux C'est images. Ah vu que oui, c'est de la aussi, ouais. stéroscopie, t'as pas la même image à droite et à gauche, Voilà. mais il faut générer en double. C'est comme si tu jouais sur un double écran C'est ça. chez toi. Ouais. Imagine ton jeu PS5 qui doit tourner sur un casque avec deux images et qui doit tourner de manière autonome. Et un framerate, une fréquence d'image par seconde élevée Exactement. pour éviter que tu aies la gerbe. en plus. Exactement. Donc eux, Adoc, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent une technologie qui va essayer de, on va dire, rendre cette technologie-là
la moins chère possible. C'est un peu le combat en ce moment qu'il y a dans le segment des technologies immersives. Tirer le prix vers le bas. Ouais, par exemple, tu vois, si tu prends un Quest 2 ou un Quest 3, elles n'ont pas ces technos-là parce qu'en fait, elles sont très coûteuses. Tu vas le retrouver, par exemple, dans le Meta Quest Pro, qui s'est pas vendu. Tu vas le retrouver dans l'Apple Vision Pro. Il n'y a que, on va dire, celui qui a réussi à faire une petite entorse en gardant un prix, on va dire, potable, c'est le PSVR 2, qui lui aussi a le fameux eye tracking, le suivi oculaire. En fait, tu vas pouvoir concentrer la qualité graphique, le meilleur du visuel dans un point précis, là où tu regardes. Et ça veut dire que tout le contour de l'image va être flou, dégradé, mais toi, tu vas pas t'en rendre compte. Donc, tu gagnes des ressources graphiques et de puissance parce qu'en fait, tout est focalisé sur ce que l'utilisateur regarde. Voilà, exactement. C'est des petits cheats qui sont déjà utilisés dans le monde de jeux vidéo. Quand tu regardes ce qui est loin, c'est pas, comment dire... C'est dégradé en termes de qualité, c'est une résolution plus faible, etc. C'est ce qui fait que des fois, quand tu te rapproches, c'est tout pourrave le temps que ça charge. Mais du coup, la question que je te pose, Mathieu, est-ce que c'est une techno qui est purement logiciel ou il y a du hardware derrière? Non, il y a du hardware. Ça peut, il y a le rendu FOV fixe, ça veut dire qu'il y en a un où on va uniquement appliquer cette zone de netteté à un endroit spécifique de l'image. C'est-à-dire que si toi tu louches, bon bah tu vois que c'est dégueulasse. Et tu as la technologie donc du suivi des yeux qu'on parle là, c'est que parfois il y a même il y a plusieurs approches qui sont faites et là notamment tu as certaines où c'est carrément on va dire l'écran qui bouge et un système motorisé pour avoir le suivi du regard qui te suit tout le temps. Donc, il y a tout un système à mettre en place. C'est hardware, souvent. Par exemple, tu dois avoir aussi des caméras qui doivent percevoir ton regard à chaque fois. Et là, en fait, Hawk, ils ont une approche qui est un peu différente. C'est qu'eux, ils vont utiliser une technologie avec un espèce de micro-miroir qui va balayer rapidement un faisceau de lumière infrarouge qui va être appliqué sur tes yeux. Donc, tu vas avoir un faisceau de lumière et lui, en fait, avec ce micro-miroir, ils vont faire des balayages pour savoir un petit peu où se situe ton regard. Tout ça, c'est une technologie qui va intéresser grandement Google. On va dire qu'il n'y a pas encore une approche standardisée de ce truc-là. Il y a tout le monde qui part un peu... chacun va dans sa R&D, dans sa théorie, voilà, et développe certaines techniques. Quoi qu'il en soit, ce rachat, il est fait là, cette semaine. Donc, au moment où on parle, ça se trouve, ça sera fait. Donc, c'est une technologie qui a un fort potentiel, comme je vous ai expliqué, à la fois pour les casques VR, pour notamment avoir des jeux toujours plus quali visuellement, parce que du coup, on va réduire la ressource sur les puces, parce que je vous rappelle, ça tourne sur des puces de téléphone, les casques autonomes. Et en même temps, ça sera aussi quelque chose qui va intervenir potentiellement sur des lunettes. Là, tu vois, je lisais l'article et il y a déjà un peu des levées de boucliers sur le fait qu'on va traquer les données donc, de ton regard. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça, en VR, que ce soit dans les technologies immersives, c'est un petit peu le pétrole. C'est un peu la donnée d'or à récupérer. C'est quasiment la seule donnée, finalement, qu'on peut récupérer. Parce que si on sait toutes tes données où tu regardes, on sait où est-ce qu'on peut te placer de la publicité, par exemple. C'est toujours le même débat. Ouais. On peut voir ce qui attire ton regard. Ils vont refaire le même travail que l'UX et l'UI qui a toujours été fait sur des sites internet, sur des applications. Le suivi du regard est toujours important et même on parle d'une lecture en Z, généralement c'est comme ça qu'on navigue. Là ça sera la même chose mais déporté à la VR quoi. Ouais, t'as l'épisode de Black Mirror, tu sais, où tu fermes les yeux pour pas voir la pub et puis tu te dis non, tu rouvres les yeux, tu regardes toute la pub. C'est ça le scénario dystopique. Et surtout, on va aussi savoir qu'est-ce que tu regardes dans ton casque aussi. Et donc, c'est pareil, il y a toutes ces questions, ces notions de vie privée. Et là, on parle encore de Google, un champion de la vie privée. On le connaît. Ils n'ont pas besoin de VR pour savoir ce que tu regardes, t'inquiète. Donc, encore une fois, il va y avoir tout un travail, comme le fait d'ailleurs souvent Meta, de dire non, nous n'exploitons pas vos données. Ou en tout cas, si on le fait, c'est de manière anonymisée. C'est-à-dire que l'objectif... c'est un peu ça le discours. Après, on y croit ou on n'y croit pas. C'est de dire, oui, on exploite tes données, mais c'est pas genre Mathieu qui regarde tel truc, machin. C'est anonymisé, vendu à des publicités. C'est chiffré. Oui. Ouais. Même pas anonymisé et chiffré, c'est deux choses différentes. Voilà. Mais j'apprécie l'attention. J'ai vu le clin d'œil. Ça peut être anonymisé, chiffré, ça peut être pas anonymisé, pas chiffré. Ouais, et puis parfois, maintenant, on parle de notamment Apple, Google font ces démarches-là, de dire qu'en fait, tout est centralisé sur ton appareil et ça sort pas. Il y a une sorte de cloud contrôlé autour de ton produit, donc l'information y va, mais ne dépasse pas la frontière finalement de ton casque. À voir ce que ça peut donner dans la vraie vie, quoi. Ouais. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est plutôt de profiler, de vendre, par exemple, pour les publicités, pour que les gens comprennent, de profiler, genre, un segment de la population. Dire, par exemple,
25% des personnes qui habitent en région parisienne ont regardé un chapeau rouge, donc potentiellement ils sont intéressés par les chapeaux rouges, on peut essayer de leur vendre. L'idée c'est plus ça quand on parle de tracking de données. Voilà, après ça n'empêche pas que ça peut en gêner certains, mais ça va être intéressant parce que c'est vraiment un des cœurs de cette techno, l'eye tracking, et c'est aussi quelque chose qui est demandé. Tu vois, par exemple, dans les casques VR, on va demander souvent des écrans OLED pour avoir des belles couleurs, des machins. Nous, pour l'instant, les casques du pauvre, on va dire, c'est du LCD, qui est certes plutôt bon, mais on n'a pas des noirs profonds, on n'a pas ça. Et on a aussi le eye tracking, qui est très attendu parce que ça peut aussi faire pas mal de choses. On l'a vu sur l'Apple Vision Pro, c'est tout ce qui est interaction avec l'OS. Alors moi, ça m'a un peu perturbé la première fois que je l'ai testé, où, en fait, au lieu d'avoir à viser avec ta main, comme on le fait par exemple sur un Meta Quest, et c'est le doigt qui va servir un peu de souris, là, c'est tes yeux. En disant, je vise l'icône, je clique, ça ouvre. Le problème, c'est que moi, je trouve que ça demande beaucoup d'efforts, en fait. Dans l'idée, sur le papier, elle est bonne, mais j'ai l'impression qu'en pratique, tu es tout le temps en train de... Parce que, comme tu sais que tu vas mettre ça, cette technologie-là, tu vas être tout le temps en train d'essayer d'aller sur telle ou telle icône. Donc, quoi qu'il en soit, ça va être intéressant de voir ce que Google va en faire et surtout comment ça va se traduire par les produits d'Android XR. Eh bien écoute, transition toute trouvée, parce que on voulait voir un petit peu ensemble, est-ce que notre réel ne serait plus obsolète de par ces nouvelles technologies qui arrivent de plus en plus. Toi, c'est quasiment ton quotidien puisque tu vis dedans maintenant à travers le MetaQuest 3 et tu vas nous partager un petit peu ton expérience. Rewan, un peu moins casque, plus jeu sur Deck. ordi. Non, Steam non. Deck. Alors, j'ai un casque de VR, j'ai un Mixed Reality de chez HP, le truc qui date, mais en fait, je m'en sers que pour la simulation auto ou ce genre de truc. Ok. Donc, Voilà, si, quoi. j'ai fait Boneworks dessus. Un jeu pareil de tir et tout, c'est rigolo, j'ai bien tiré Ok, sur des trucs dans le pas vrai. dans le pas vrai, Dans le dans vrai, je l'irréel. ne tire pas de trucs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devient de plus en plus notre quotidien. Et est-ce qu'on serait pas finalement, depuis ces dernières années, en train de bâtir notre futur, à la fois dans notre interaction envers le monde et avec le monde. C'était intéressant de comparer un petit peu ces usages-là parce que c'est vrai que ça évolue beaucoup. Tu parlais de l'eye tracking, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent, qui sont mises en place pour justement optimiser en fait la relation qu'on peut avoir avec un casque et surtout que ça devienne de plus en plus naturel. Enfin, on peut rapprocher le casque par exemple avec du Touch ID, Face ID par exemple, où c'est une technologie qui de base peut sembler archaïque, compliquée, etc. Alors qu'en fait à l'utilisation c'est une extension de soi-même. Et avoir un casque, aujourd'hui, on peut se dire, merde, c'est un truc où tu t'enfermes dans un écosystème, tu t'enfermes dans un casque, tu t'isoles du monde. Et en même temps, demain, ça peut être un objet qui T'offre t'intègre, une porte. qui t'offre une porte vers le monde de demain. Mais moi, en fait, ma question là-dedans, c'est est-ce qu'on n'y serait pas déjà, finalement ? Si on n'y est pas encore totalement, parce que je pense qu'on est une niche, on arrive vers cette démocratisation, on le sent, de plus en plus les industries le poussent. On l'a vu aussi notamment lors du Mobile World Congress, j'en ai pas beaucoup parlé, mais en vrai, c'est parce que pour moi, ça représente encore une niche. C'est parce qu'on sent qu'on est en train de calibrer les derniers éléments technologiques à mettre dessus pour bientôt annoncer des produits grand public qui seront adoptés. Et je le vois déjà, il y a Meta qui fait un move très intelligent, c'est qu'ils y arrivent par itération. Actuellement, ils ont sorti les Meta Ray-Ban, qui ne sont que, en fait, qui est un peu le prolongement de ce que toi, tu as connu avec les spectacles, qui existe depuis des années. En fait, c'était de rajouter, pour l'instant, la partie photo, qui est un petit peu le truc facile à vendre, entre guillemets, puisque tout le monde adore, et aujourd'hui, on se shoot pour pas grand-chose. Donc, il y a ça. Tu as la partie sonore aussi, également, qui est mise dans les branches, qui a fait d'énormes progrès. Moi, je vois que quand je fais tester mes Meta Ray-Ban, outre le fait que ça fait des photos, de la vidéo et tout, les gens sont en général très surpris positivement par la qualité qu'on arrive à obtenir, on va dire. C'est pas encore un des casques, on est d'accord, c'est ni des écouteurs, mais on s'approche vraiment de quelque chose de plutôt bon. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, je les ai testés même pendant mes vacances dans des endroits, genre le métro et tout. Bon, ça manque encore un peu de pêche, mais tu sens que tu peux les mettre et avoir ton petit fond musical alors que tu es toujours ouvert au monde extérieur. Et la prochaine étape, on le sent, hein, la bagarre va se faire sur l'arrivée de l'image. Et d'ailleurs, fait intéressant, il y a une grosse bataille qui se fait en arrière-plan pour essayer de s'attirer un petit peu les faveurs de Essilor Luxottica, qui est la maison mère de Ray-Ban.
Et donc, tu as Meta qui a un peu la main mise dessus et qui continue de mettre de l'argent pour être genre un investisseur privilégié. Mais tu as Google qui a essayé aussi de passer derrière parce que on sait que de toute façon, on en parle dans ce podcast régulièrement, la mode, le lifestyle va être aussi un pilier très important de l'adoption de ces lunettes. Quand tu sors une paire de lunettes, il y a marqué Samsung dessus, potentiellement Google, bon, bah, personne n'en veut. Quand tu sors une qui s'appelle Ray-Ban, et c'est là où Meta était très très bon, c'est que déjà les gens, ils sont attirés par la marque Ray-Ban. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement pour moi en fait la frontière en fait qui sépare encore notre monde actuel avec le monde un peu bon, on va pas dire dystopique parce que c'est pas forcément un mal, mais en tout cas futuristique et dans lequel on pourrait vivre. Pour moi, en fait, la frontière, elle est logicielle, enfin, elle est matérielle. C'est l'objet, en fait. Et pour moi, là où ça reste encore une niche, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne technologie. Et on va en parler un petit peu là-dedans, dans ce podcast. On n'a pas encore trouvé la bonne technologie qui va faire que tout le monde adopte ce casque. Tu vois, je suis pas nécessairement d'accord avec toi sur ce qu'on a. Pour moi, c'est pas vraiment une question de technologie, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire que de base, quand tu achètes le produit, tu l'achètes pour quelque chose qui va te fournir. Alors, mis à part les choses de luxe où c'est peut-être pour le montrer, où c'est un produit plutôt positionnel, le fait de se dire je peux avoir ça parce que ça va m'offrir ça. Quand tu achètes Apple, tu achètes un iPhone, certes pour l'objet, mais tu l'achètes pour la simplicité de l'interface, pour l'homogénéité de toutes les expériences qu'il t'offre au travers de tous tes appareils, etc. Mais en fin de compte, tu développes le cas d'usage qui est supporté par la technologie. La technologie ne supporte pas le cas d'usage que tu vas avoir. Oui, mais tu vois, par exemple, si on prend l'exemple du Vision Pro, ouais. C'est un objet qui, au-delà de son apparence esthétique et tout ça, c'est un objet qui coûte très cher. Ouais. Et aujourd'hui, la limite, c'est ça. C'est l'objet, il coûte trop cher parce que les matériaux, les technologies à l'intérieur sont trop chères. Maintenant, à l'intérieur, quand on se plonge dans le casque, la technologie d'immersion qui est proposée, pour moi, c'est cette partie-là qui a scindé du matériel. Parce que pour moi, c'est cette partie-là d'expérience immersive qui est la plus impressionnante et celle qui doit développer le matériel. Tu vois, c'est pas l'exercice inverse qui doit être fait. Et une fois que cette expérience immersive sera déclinée sur des produits, même tels des Ray-Ban, des lunettes Ray-Ban, et ben en fait on atteindra le paroxysme en fait de l'immersion. Tu n'auras même plus la sensation d'être. Mais je pense que justement ce point-là dont tu es en train de parler, on y arrive. C'est-à-dire que là, moi, tu vois, pour lire quelques news, pas mal de news là-dessus pour préparer mes émissions, on sent aujourd'hui qu'ils ont déjà réussi à atteindre certains paliers. Tu vois, notamment, par exemple, tu parles d'immersion et que c'est important. Il faut aussi avoir un champ de vision. Il faut que ton immersion, elle soit convaincante. Bien Typiquement, sûr. par exemple, moi, je sais que c'était un peu la douche froide quand j'ai testé la première fois les HoloLens, parce qu'en fait, tous les éléments virtuels que tu ajoutais dans le réel, ils étaient dans un écran qui était un timbre poste quasiment, en fait. Dès que tu bougeais un tout petit peu, tu perdais contact avec les objets augmentés virtuels. Là, tu vois, par exemple, Meta a proposé le projet Orion et on sent déjà qu'on arrive à un champ de vision qui est de 70 degrés et c'est déjà bien. Pour te donner une idée, les casques, c'est 90-100. Et là, je te parle de casques. Là, le projet Orion, c'est des lunettes, tu vois. Et en fait, moi, je pense qu'on arrive déjà à un truc qui sera certes encore très améliorable, qui sera pas encore ultra, ça sera pas les lunettes ultimes comme on peut les penser dans notre imaginaire collectif. Mais par contre, on sent qu'aujourd'hui, ils sont déjà à l'étape de dire, ouais, ça va, on a un standard qui est plutôt correct. À nous maintenant d'arriver à trouver le moyen de faire descendre les prix. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, on revenait sur la news de tout à l'heure où Google teste d'acheter des startups qui vont dans ce sens-là. On sait que Meta, pareil, est en train de travailler pour essayer de rendre sa technologie qu'ils ont fait pour les lunettes Orion, qui est du substrat de silicium. Ils essaient de trouver, parce que c'est des objets, c'était des composants, des matériaux qui sont très chers, très, très chers. Et donc là, la stratégie, c'est de trouver soit un équivalent qui fait à peu près la même chose et sur une substance qu'on a un peu plus en abondance, un matériau qu'on arrive à produire plus facilement, soit ça va aussi intervenir par le fait que toute l'industrie s'y met
Et tu vois, je lisais des trucs là-dessus. On nous parle même de la bagnole, tu vois, vu qu'on est dans le sujet de la bagnole. La bagnole avec ses affichages tête haute de plus en plus. Et là, je pense que l'objectif à terme, c'est d'avoir un espèce de... Ou en tout cas, une partie de la vitre qui devient du carrément pare-brise qui est carrément un écran en réalité exactement, augmentée. et qui va permettre de te mettre encore plus d'éléments pour que tu sois attentif à la route. Mais c'est pour ça que je vous dis que le matériel, pour moi, aujourd'hui, c'est la limite. C'est ça, en fait, la limitation. Et pourquoi ça s'ouvre pas plus aux gens, c'est le matériel. Et il y a une citation du philosophe Arthur Schopenhauer qui disait « Toute innovation passe par 3 stades. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue, avant d'être considérée comme ayant toujours été évidente. » Et pour moi, on retrouve un petit peu ce qu'on avait à l'époque avec le smartphone, même avec le surgelé, la bagnole, le micro-ondes. Le casque VR, c'est notre nouveau smartphone. C'est-à-dire que c'est un nouveau monde dans lequel on bascule depuis maintenant quelques années, mais qui est trop niche parce que les technologies sont encore trop chères, parce qu'on n'arrive pas à miniaturiser certainement des choses, la batterie, etc. On arrive à cette limite aujourd'hui. Peut-être parce que les gens ne sont pas encore prêts aussi, c'est pas encore dans l'inconscient collectif de se dire que demain, tu auras des lunettes plutôt qu'un téléphone. Et je trouve que la citation, elle est très vraie, parce que moi, pour le vivre au quotidien, vu que moi, tu sais, sur ma chaîne, j'essaie d'évangéliser un petit peu tout ça, la technologie, elle est moquée, là. Tu vois, on est vraiment dans le stade où on est vraiment... T'es un geekos enfermé, isolé. Exactement. Les gens ne testent des fois même pas et se font déjà une idée très péjorative du sujet. Et nous, on le voit, hein, on passe par ces étapes-là, exactement. Et il y a une autre étude aussi que je trouvais intéressante qui montrait que les ventes de MetaQuest suivaient bizarrement les mêmes ventes que les iPhones. D'accord. Tu prends les étapes de l'iPhone et tout ça, tu prends les courbes. Je parle de l'évolution des ventes d'iPhone. Et c'est en train de suivre un petit peu le même spectre. Okay. Voilà. Maintenant, pour te dire, en vrai, moi, je voulais vraiment un petit peu repositionner parce que remontrer aux gens, si vous avez la possibilité vraiment de le tester, essayez de mettre de côté un petit peu vos préjugés et essayez de vous faire accompagner sur certaines choses. Moi, je peux te donner des exemples. J'ai des potes qui font leur vaisselle avec leur MetaQuest sur la tête. Sachant que aussi, il faut comprendre un truc, il y a pas mal d'accessoires aujourd'hui de plus en plus qui essayent d'enlever ce côté enfermement. Moi, par exemple, j'ai des sangles de casque sur lesquelles je peux retirer la fameuse mousse qui vient se plaquer contre le visage. Et en fait, tu l'utilises un petit peu comme un espèce de casque de chantier ou par exemple, quand tu vois chez les militaires, tu sais, dans les films ou les séries, où ils mettent une lunette infrarouge, tu vois, voilà, où en fait, ils ont des jumelles, mais elles sont pas collées aux yeux. Elles sont légèrement, un petit peu, elles dépassent légèrement. Et j'ai des gens, par exemple, qui font leur vaisselle comme ça en regardant une vidéo YouTube. Certains qui font des recettes de cuisine en ayant leur écran comme ça. En plus, ils sont tranquilles. Ils se demandent pas s'ils vont salir la tablette ou autre. Ils la mettent sur le côté. Il y a aussi le fait que j'ai vu des gens étendre leur linge et regarder nos émissions. Il y a des gens qui nous ont dit je regarde votre émission pendant que j'étends mon linge, etc. Il y a des jeux, des concepts très drôles. Un mec qui passe l'aspirateur, il est avec son Dyson, là, et bon, placement de produit, Dyson, n'hésite pas. Qui font l'aspirateur. Bah oui, on très, très habile. Voilà, je tends des perches. Qui font leur aspirateur. Et en gros, ça fait des pièces, tu sais, un peu comme Mario, des petites pièces que tu ramasses là. Et pour être sûr que tu es passé dans tout avoir de la gamification un petit peu. Voilà, de la gamification, des choses comme ça. Mais j'en ai eu des cas d'usage comme ça dont tu parlais. J'ai vu un mec qui faisait l'entretien de sa voiture, qui regardait le tuto de l'entretien pendant qu'il le faisait. Et du coup, il avait les mains libres et tout. Les idées, c'est génial. Et cas réel que j'ai un collègue à moi qui a des enfants. Et le soir, quand il regarde les films, pour pas déranger ses enfants, il a son casque, il dort à côté, machin. Et puis il regarde le casque, en réalité virtuelle. Il a son son, il a sa grande télé virtuelle, puisqu'il n'a pas vraiment de télé. Là, elle est projetée dans son casque. Et il dérange personne et il est dans sa petite bulle. Pour moi, la vraie expérience, et là où j'ai trouvé ça bluffant, et pour moi c'est ça l'avenir de la réalité augmentée, de la VR et tout ça, c'est les expériences immersives. Et en fait j'ai testé ça avec l'Apple Vision Pro. Ils ont toutes ces séquences de films immersifs, etc. Ils en sortent d'ailleurs Mathieu tu me le disais, un concert immersif avec Metallica ouais. Et ils ont fait une vidéo démo dans laquelle on assiste à différentes expérimentations qu'ils ont pu faire pour tester justement ce produit en accompagnant différentes personnes. On se retrouve par exemple au studio pour écouter une session d'écoute, on se retrouve aux abords d'un match de NBA, on se retrouve derrière des cages de matchs de foot, on se retrouve dans un concert. Et en fait pour moi on quitte le côté jeu.
on est vraiment nous Ouais. dans un endroit. Et alors, il y a le côté, donc c'est nous, on participe vraiment à l'événement et ça rend le truc encore plus génial. C'est vraiment l'expérience, l'immersion. À la fois, tu peux vivre en tant que personne, en tant que toi, tu es dans ton canapé, mais tu peux vivre cette expérience dans un concert exclusif où t'as pas envie soit de te mêler à la foule ou soit t'as des contraintes géographiques parce que c'est un concert qui est à tel endroit. Oh, tu parlais des Personne PMR à- tout à l'heure. Ouais, des tu parlais des personnes à personnes à mobilité réduite. Exactement. Avec le frigo, c'est exactement C'est le ça. frigo qui se déplace, c'est le même Et cas le d'usage. fait de se dire, bon bah ok, il y a les personnes qui pourront aller assister à une course de Formule 1 à Monza, il n'y a aucun problème, et tout ça, tu peux y aller quand même en physique. Mais toi, si tu veux y participer, mais je veux dire, c'est génial pour l'industrie, que ce soit de la Formule 1, de Apple, de machin, des sports de manière générale, c'est que tu vas pouvoir acheter un ticket illimité pour être aux abords du terrain, là où tu as envie. Ouais. Et je trouve ça génial. Et moi, j'ai des tonnes de témoignages de gens, donc comme tu disais, soit à mobilité réduite, qui sont avec des handicaps forts et qui peuvent plus trop sortir de chez eux. Sur le coup, ça donne une vraie bouffée d'oxygène, pardon. Il y a aussi les personnes qui deviennent agoraphobes. Moi, j'ai connais C'est quelqu'un vrai, qui est et notamment avec le agoraphobe. Covid, ça n'a pas aidé. Et en vrai, limite, c'est une première étape, limite vers un peu la guérison, parce que la personne aujourd'hui va mieux sur ce côté-là. Alors, tu crois pas si bien dire, j'en parlais avec quelqu'un qui gère une certaine partie d'un hôpital où il y avait de la thérapie pour les gens qui voulaient arrêter de fumer. En fait, ils utilisaient le PSVR pour te mettre dans Ils une utilisent foule. la VR pour contrer les phobies. Ouais. Ouais, mais alors pas que les phobies, mais là en l'occurrence, ils te mettaient dans une salle, genre, tu sais, enfin une soirée, un truc comme ça, t'as des gens qui fument et toi, tu ne dois pas résister, donc t'as toute une thérapie. Je lui fais pas honneur parce que je connais pas exactement le processus qui est derrière, mais en gros, te mettre dans des situations réelles où tu serais potentiellement, davantage tenté de t'en cramer une et de casser ta streak de clope pas fumée de sevrage. Et là, c'est des cas d'usage, encore une fois, de niche, mais qui sont concrets et qui reflètent une certaine possibilité d'utiliser ces outils-là, où effectivement le fait d'avoir une immersion beaucoup plus importante rendrait la situation vraie et potentiellement serait bénéfique pour tout C'est un ça. cas de. Et pour moi, cas. c'est ça. Pour moi, la frontière, en fait, il manque vraiment pas grand-chose pour que ces technologies puissent devenir se démocratiser énormément. C'est vraiment une question de peut-être 3, 4, peut-être 5 ans pour vraiment pouvoir, comme tu parlais du projet Orion, se dire que à partir du moment où l'objet que tu portes, parce que dans tous les cas, il faut que tu puisses t'immerger, donc t'as pas des lentilles encore, on n'est pas. Ça arrive fort, Blade Elon Runner. Musk, ça Ouais, arrive fort, grave. t'inquiète. Mais tant qu'on a encore cette contrainte du matériel trop importante, que ce soit avec le Vision Pro ou avec le Meta, enfin vraiment, j'englobe toutes les entreprises là-dedans. La technologie le plus impressionnant, c'est cette immersion qui est proposée. Maintenant, le matériel doit s'adapter pour se rendre public. Pour faciliter Moi, l'adoption du public. Moi, ouais. je pense aussi qu'il y a un autre enjeu très important pour que ça marche, c'est que malheureusement, et nous on en parle souvent dans notre émission, tant que tu n'as pas testé un casque, tu peux pas comprendre, et ça manque cruellement pour l'acte d'achat, tu vois. Oui, mais t'as pas envie. Voilà. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais des Ray-Ban Meta, c'est des lunettes de soleil. Tout le monde porte des lunettes de soleil. Parce qu'il y a une marque, il y a la marque Ray-Ban, tu te dis, bah oui, j'ai confiance en la marque, je veux des lunettes de soleil, donc tu achètes. Aujourd'hui, si t'as pas envie d'acheter de casque, tu vas pas forcer les gens à le faire. Et c'est Surtout au ça le prix. problème. Surtout au prix, Ouais. c'est quand même un. Enfin, je veux dire, c'est comme Je trouve tester. que Meta là-dessus fait beaucoup d'efforts. On a un casque quand même à 300. Ouais, mais c'est un truc que tu vas acheter à Noël pour les enfants ou quoi. C'est pas des gens qui Là, vont s'acheter en c'est- disant ça va c'est- me faciliter c'est- ma vie dans tous les C'est jours. l'image sur laquelle doivent travailler encore pour moi les constructeurs. Et tu vois, c'est pas moi quelque part pour moi il y a quand même cette problématique de pouvoir l'essayer qui est important pour se rendre compte. Je suis entièrement Parce que d'accord. même Apple va investir dans des Apple Store sur des corners pour le Vision Pro. Ah, mais c'est clair. Voilà. Et Non, mais Meta devrait faire pareil. le tester, c'est sûr que ça ouvre la porte à certaines personnes qui veulent découvrir. Maintenant, c'est la même chose quand tu vas dans une Fnac pour écouter des enceintes de Vialet. C'est pas parce que tu les entends, tu te dis, ouah, c'est kiffant, mais c'est pas pour autant que tu te le vois l'acheter et l'avoir chez toi. Pour le casque, c'est un peu la même chose. Et j'irais même plus loin. Aujourd'hui, il y a un effet de mode. Il y a aussi le fait que la VR, ça soit trop centralisé sur le côté jeu, gamification, etc., pas sur l'expérience sociale. Et en fait, il faut apporter le côté cool, comme les AirPods, en fait. Démocratiser le truc comme les AirPods. Putain, t'as des AirPods, bah, je vais en acheter. je C'est vais la faire les prochaine copies. étape. C'est là où on le voit parce qu'on Exactement. en parlait. Apple se met à faire donc du contenu cinématographique.
On a aussi du divertissement avec les concerts, le sport et tout. On voit que l'industrie s'y met puisqu'il y a des caméras qui sont conçues pour ça maintenant. Exactement, De plus en plus. T'as raison. Il y a même des caméras accessibles au grand public qui sont un peu chères, mais tu vois, qui sont orientées grand Ouais, public. même tu peux ouais. même faire de la acheter vidéo l'objectif Canon, T'as Canon. l'objectif Canon pour Ouais. faire pour filmer en T'as VR. ça, et t'as aussi des partenariats qui commencent à se faire. Moi, notamment, on parlait de films, par exemple. Je sais que Meta a réussi à signer un partenariat avec James Cameron, qui est donc le papa d'Avatar. Ce qui, voilà, une pointure. Et puis, c'est lui qui a fait ce qu'il y a de plus convaincant dans la 3D avec Avatar. C'est lui qui a lancé la mode de la 3D. Donc, il y a ça. Il y a Apple qui vraiment fait des contenus exclusifs à son casque aussi également, qui sont vraiment très, très cool. Ils ont fait des trucs sur le Marvel. Ils ont fait une petite expérience Marvel qui te Ils ont fait une prolonge, collab avec Disney. avec What If et tout ça. Bref, il y a tout un tas qui arrive. Maintenant, effectivement, il faut que tout ça s'ouvre un peu plus pour comprendre. Pareil, on a vu arriver le spatial computing. Pareil aussi, l'idée de pouvoir augmenter son espace de travail. Et crois-moi, quand tu es dans un EasyJet, dans une place où t'as pas beaucoup d'espace, où ta tablette déjà, ton PC, tu sens que ça dépasse un peu et que tu peux te projeter plusieurs Et écrans pour tous les mecs travailler. qui n'ont pas de fil de confidentialité, qui bossent dans les lieux publics, Exactement. Qui je vous vois, m'étonne. je vous vois tous dans le transport, dans le train, dans le TGV, dans l'avion. Ouais, alors qu'en fait, tu vois, il y a déjà des éléments, des équipements qui pourraient même être intéressants. Mais Pour on les se fout de leur entreprises gueule, hein. Les mecs que tu les vois dans les cases de réalité virtuelle qui sont dans les transports, etc. Tu C'est- te fous mais de leur génie, gueule, hein. hein. Alors c'est du Génie. génie, toi t'es bien, t'as ton truc, Mais tu t'étais pas encore, déconnecté du monde. Pour moi, encore une fois, limitation Adoption. hardware. Bah, Même pas parce tu qu'en vois- vrai, tu vois, j'ai testé le Vision Pro. Pour moi, je suis le genre the client d'avoir justement ce truc où tu peux avoir des bureaux partout, etc. Mais en fait, c'est pas suffisamment puissant pour supporter ton truc. Donc ça veut dire qu'il faut que tu achètes le casque 4000 boules plus un Mac. Allez, on va dire si tu fais dans mon cas de la prod 3-4 000 euros. 3 000 Pour 8 000 euros, t'as un setup. C'est ça qui me fait chier. Ouais, tu mais vois. au-delà de ça, je parle spécifiquement pour les gens qui peuvent être moqués parce qu'ils s'en dans les lieux publics. Ça va en plus, restreindre la vie du public à l'achat potentiel d'un produit. Parce qu'en Complètement plus, tu te dis, même d'accord. si Ouais, j'ai je suis des cas d'accord. d'usage derrière, hop, on va se foutre de ma gueule. Bah, Flemme. Et c'est pour ça que le positionnement, on en reparlait avec les AirPods ou avec Ray-Ban. Là, t'achètes le produit, personne va se foutre de ta gueule. Parce que tu fais déjà partie d'une petite élite, Ouais. si petite soit-elle. Anecdote, moi, comme je suis en mission pour évangéliser tout ce monde-là. Il est en croisade, Mathieu. Croisade. Moi, mon rêve, c'est que tout le monde ait des casques. Parce que, en vrai, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, moi, mon kiff, ça serait que mon cousin qui est au Portugal, sur lequel on fait que des visios de temps en temps et on passe pas un super moment parce qu'on fait de la visio, au bout d'un moment, ça casse vite la tête, tu vois. Moi, l'idée, c'est de me dire, tiens, je me fais une soirée avec mon cousin, je me mets sur mon canapé, je peux rester avec mes caméras réelles ou je peux m'immerger complètement. Et en fait, ce qui est génial, c'est l'idée de dire, bah tiens, on va se mater un film parce qu'il m'en a parlé et je l'ai trouvé super cool. Et il me dit, vas-y, viens, on regarde film ou En série, ce que VR, tu en veux. mode En VR, cinéma. On regarde. Pourquoi pas même, tu vois, se dire, on le regarde même avec ma moitié qui est pas du tout portugaise et chacun regarde le film. Une avec la VF, une avec la VO ou avec un doublage portugais. Nous, on est plutôt VO au Portugal. Mais chacun puisse avoir les légendes, les sous-titres qui sont adaptés à ses besoins et ce genre de Et que choses-là. tu la sensation de partager le moment Et avec de les dire, trois voilà. alors que vous êtes à des kilomètres d'écart. Ouais. Parce que la VR, ça inscrit, quand l'expérience elle est bien faite et elle est réussie, ça inscrit de véritables souvenirs dans la tête des gens. Et je finirai aussi par ce dernier point de cas d'usage qui est pour moi ultra important. Donc moi, ce que j'ai fait en évangélisation, j'ai oublié de parler d'anecdote, j'étais à l'aéroport, mon avion était en retard, et en vrai, je l'ai fait pas pour m'afficher, mais en acte un peu militantiste. J'ai sorti mon Quest, et j'ai fait un billard, tu vois, en attendant. T'étais en train de faire un un billard genre Ouais, debout ouais, dans debout. le truc et tout. Et ouais, je vous montrerai, il y a une vidéo, il y a Incroyable. un short sur ma chaîne, et j'étais en train de faire un billard, et effectivement, j'avais les caméras réelles, donc je vois les gens qui passent et tout. Et en vrai, bon, j'étais en Autriche, ça va, mais tu sens qu'il y en a qui sourient, tu vois. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont pensé de moi, ils ont dû me prendre un peu pour un plouc, mais j'ai pas vu d'éclat de rire de ouf, tu vois. J'ai vu des gens un peu intéressés. Non, c'est plus du bizarre. C'est ça. C'est de l'ordre du bizarre que du bolos. Faut pas Voilà. se poser la question de ce que Mireille dans le métro ferait avec le casque, mais Voilà. Exactement. Ouais. Ouais, bon, on sait en partie. on sait, mais faut pas le dire. Faut regarder l'épisode 1 ou 2 pour Mais savoir. ce qui était intéressant, c'est que je vois quand même qu'il y a des gens qui regardent un petit peu avec curiosité. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que eux, ils savaient pas que j'ai arrivé à les voir. Parce que tu vois, sur l'Apple Vision, Oui. il y a le. Toi, tu les fixes comme regard, ça. ouais. tu les Regarde, regardes mais pas. moi je l'ai pas, alors qu'en fait je les voyais passer. Et ça m'arrivait de faire des coucous aux gens. Et les gens ils percutaient. En plus ils nous voient en plus. Bah, sinon, avec tu les risques de caméras. te Le bûcher, chien. quoi. Et j'avais ma table virtuelle de billard. J'étais en train de faire mon billard au calme. Et je terminerai par un dernier point aussi qu'il faut pas aussi négliger. C'est-à-dire que quoi qu'on en pense de cette technologie là, si un jour il y a des gens qui sont réfractaires à l'adoption,
il se pourrait que cette adoption s'impose à vous. Moi, c'est un petit peu ce dont j'ai un peu peur. J'espère me tromper. J'espère qu'on se foutra de ma gueule dans 15-20 ans. Mais il faut savoir, si les gens réécoutent ce podcast dans 15-20 ans, et on vous embrasse, le truc, c'est que le réchauffement climatique, c'est une réalité. Et il faut savoir que c'est d'ailleurs une réalité dans certains pays. Il y a des pays qui ont des confinements à cause du réchauffement climatique. C'est-à-dire que dehors, il fait tellement chaud que tu ne peux plus sortir. Et pour moi, en fait, le casque, comme les lunettes, pourront être peut-être potentiellement... Alors, on peut dans le côté on peut le dystopique. déplorer, hein. dystopique, On peut le ouais. déplorer, hein. Bien sûr. Mais je peux te dire qu'un de ces jours, ça sera peut-être un élément qui nous fera une soupape de sécurité si on est enfermé chez nous pendant trop Je longtemps. parle dans Wall-E, là. Voilà. C'est Ouais, vrai. mais regarde, tu sais, moi président, je le dis, Mathieu, président. voilà, moi président, blague à part, tu vois, le confinement, il y a eu un truc qui a fait des ravages. C'est les gamins les étudiants qui sont restés coincés dans leur appartement sur Paris, dans 15-20 mètres carrés, j'exagère Chez un peu. les Parisiens, Voilà. chez ceux qui se... hein, Ceux qui sont les restés là-bas. intramuraux, là, Ouais, qui mais- disent « Oh, paraissent trop bien à toi à côté, alors maintenant ?» Ouais, mais Moi, tu les- vois, le vrai bail, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas pu rejoindre leur famille en province. Je m'excuse, les Parisiens, pour mes propos qui ont dépassé ma pensée. Le changement de situation. J'ai essayé d'être sérieux, hein, mais bon, ça n'a pas pris. Mais blague à part, tu vois, il y a des gamins, il y a des étudiants qui ont été flingués psychologiquement, d'être restés coincés dans un appartement. Et ben moi, si ça avait été moi, j'aurais fourni des casques VR à tout le monde parce que, voilà, tu ouvres ta fenêtre, tu mets ton casque et tu as la sensation de t'évader, de sortir de là, de voir autre chose. Je dis pas que c'était la solution en miracle. Je dis pas que ça aurait peut-être sauvé tout le mental de certaines personnes parce que voilà, peut-être compliqué. Mais je trouve que ça aurait dû se tenter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette technologie, elle transcende les limites physiques pour rapprocher les individus, enrichir les expériences. Et puis surtout, et on n'en a pas vraiment parlé, mais ça pourra faire l'objet d'une nouvelle émission, c'est que notre réalité elle-même sera augmentée, réinventée et puis infiniment modulable. Donc Ouais. ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Complètement. Et ben, on a réussi à aller jusqu'ici pour la séquence recommandation. Est-ce que vous avez des petits trucs à nous recommander cette semaine? Ah, moi j'en ai un. Alors, c'est un... Comment dire? Balance man, cadence man. C'est pas quelque... Putain, c'est pas quelque chose de récent. Je voulais parler d'un jeu vidéo, mais je me rends compte qu'en fait, il y a très peu de gens qui le connaissent et il y a très peu de gens qui sont sceptiques à le tenter. C'est un jeu qui s'appelle Outer Wilds. Le tenter, à travers les vides tenter. Et il ah est ouais. dispo en VR, mec. C'est vrai? Ouais, il y a un mode VR. Je sais pas Il y si a elle un a... mode VR. Il n'est pas officiel, mais, Je sais pas si elle ajoute grand chose la VR mais si, dessus. complet. Quoi qu'il en soit, je vous conseille vraiment de le faire. Alors, je pourrais vous le pitcher, mais si vous écoutez l'épisode et que vous êtes en train de prendre votre téléphone pour regarder ce que c'est le jeu, ne le faites surtout pas. Ne regardez. Je vous Déjà, en c'est supplie. très mauvais signe, Je ça. vous en supplie. Non, c'est le meilleur signe que je peux te faire parce qu'en fait, c'est le jeu, il faut le voir plus comme un livre. C'est-à-dire, au niveau Ok. de l'expérience, tu vas vraiment vivre une histoire qui va t'emmener d'un point A à un point B. Tu vas avoir des rebondissements. C'est un livre, c'est un jeu. Quand tu en parlais d'expérience tout à l'heure, c'est vraiment une expérience ce jeu-là. Je suis très jeu d'action, je suis très pampan, je tue les gens. Je Clic, suis un clic, pan, héros. pan, Ouais. pan. J'aime bien les On jeux de rappelle. stratégie, j'aime bien les jeux de les RTS ou les Les jeux de RTS, stratégie, les c'est jeux de quoi, stratégie en temps réel. Bah, Age of Empire par exemple. Ouais. Tu C'est un vois. RTS. Comment ça, RTS, Real Eh bah, Time Strategy. Eh ben voilà, j'ai appris un nouveau mot. T'as RTS et t'as les jeux turn-based stratégie, jeux de tour par tour, Baldur's Gate pour dans Stick 1, Final XCOM sur Fantasy. des jeux, Final Fantasy, voilà. Outer Wilds, c'est un jeu. Le pitch, je vais faire le pitch très très simple. Vous êtes un extraterrestre, un atrien, qui vit sur la planète Atrebois. Et depuis pas longtemps, cette race-là, elle a un programme spatial. Et toi, tu fais partie de ce programme spatial et tu pars explorer ton petit système solaire pour découvrir globalement. Il se passe un truc à un moment. Et tu dois découvrir ce qui se passe, pourquoi ça se passe et potentiellement comment empêcher ce qui se passe. N'allez pas plus loin, je vous en supplie, ne vous renseignez pas sur le jeu parce qu'il y a des infos qu'on vous donne sur le jeu. Si vous les apprenez, ça C'est va un vous. spoil. C'est Oui, spoil c'est et ça. c'est la base de la trame du jeu, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, si vous le faites, je vous en supplie, achetez-le, faites-moi confiance. Je crois qu'il est dispo sur Switch même maintenant. Il est sur PC, il est sur PlayStation, il est sur Xbox, il est vraiment partout. Achetez-le, ne vous renseignez pas. Si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint, une conjointe, peu des amis avec qui faire toute l'histoire, faites-le. Je vous jure, c'est un putain de gâchis que très peu de monde connaît ce jeu-là. Si vous l'achetez, achetez-le avec la DLC qui s'appelle Echoes of the Eye, l'écho de l'œil en français. C'est un jeu vraiment, peu importe si vous jouez à Call of, si vous jouez à des jeux un peu bourrin machin, vous n'aurez pas à l'heure actuelle une expérience aussi
incroyable sur un autre jeu. Et je vous dis ça du fond de mon cœur. Et pour info, le studio qui a fait ce jeu-là, qui s'appelle Mobius Digital, il a été fondé par l'acteur qui joue Hiro Nakamura dans Heroes. Petite anecdote que j'ai appris au travers de la vidéo de The Great Review, qui est super. Non, je sais Hiro pas. Nakamura. Yatta, tu l'as pas, l'Asiate avec les lunettes dans Heroes, qui a les pouvoirs de voyager dans le temps. Visuellement peut-être, mais je l'ai. T'as vu la série Heroes? Non. Bon, quoi qu'il en soit. Oui, ok, Heroes, là où À l'ancienne. les gens qui se retrouvent des espèces de super-héros et tout ça. Ok, oui, je vois. Enfin bref, donc ce jeu-là, je vous conseille vraiment de le faire. Ne vous renseignez pas parce qu'il ne faut pas se faire spoiler aucun élément de l'histoire. C'est vraiment un élément où la découverte est au cœur du scénario et de l'expérience que vous allez vivre. Et vraiment, quand vous avez ce petit pincement, quand vous terminez un livre en vous disant « Putain, j'aimerais pouvoir oublier pour revivre l'expérience de découvrir ce qui se passe dans ce livre », c'est exactement ce que vous allez avoir avec ce jeu-là. L'atmosphère est ultra chill. Je vous le recommande, mais 1000 fois, même si vous devez l'acheter full prix, 60 balles pour les. Non, la VR, je pense pas qu'elle apporte beaucoup. En vrai, pourquoi pas, mais. Outer Wilds. Outer Wilds. Odyssey, je crois, si tu fais la traduction anglaise, mais enfin, Outer Wilds, tout le monde comprend. C'est une putain de bonne expérience, c'est une putain de pépite qui n'est pas rétribuée à sa juste valeur, je trouve. Eh ben écoute, j'irai voir ça. Mathieu, petite reco ? Bah, une petite. Allez, moi, c'est un YouTuber que je connais pas du tout pour le coup personnellement. J'aimerais bien. Il s'appelle Renaud Décode et je trouve que c'est un YouTuber qui a du mérite. Comme on dit souvent dans les commentaires en dessous, tu mérites plus d'abonnés. Il y a Hugo Décrypte et il y a Renaud Décode. Voilà, exactement. Renaud Décode, lui, il fait des sujets autour de l'actu sur l'IA, qui est mon dada en ce moment. Donc j'aime beaucoup, il a une grande émission, en fait, il fait des lives tous les midis qu'après il va découper en plusieurs parties. Et tu as une grande partie, c'est l'actu, en fait. Ensuite, il y a une partie où il discute avec son audience de l'actu. Et souvent, il y a la géopolitique un petit peu qui vient s'imbriquer dans tout ça. Donc c'est assez intéressant. Et il y a surtout un autre truc que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, il y a une partie tuto. Voilà, il montre des tutos sur les possibilités, les cas d'usage que tu as avec l'IA, que ce soit aussi les trucs pour tout ce qui est dans le digital, voilà, création de sites web et des choses comme ça. Comment monter, comment servir de l'IA, comment déployer un agent local. Il a aussi des fois des hébergeurs qui viennent le sponsor et tout. Donc en même temps, il se sert de ses sponsors pour montrer des cas d'usage. Et c'est le genre de truc que moi j'adorerais faire, d'avoir le temps de faire, tu vois, de faire un live et à la fin de poser un truc en disant bah, je vais vous apprendre un truc en plus. C'est-à-dire on fait de l'actu et en même temps, bah, moi j'ai un bagage technique assez bien et il prépare des petits modules et tout ça. Il y a tout aussi sur son site qui s'appelle renaud-décode.fr, je crois. Tapez on va Renaud dire. Décode, sur Google. C'est pas grave. Mais Renaud-Décode, vous trouvez directement. Il y a des tutos sur libre accès pour pas mal de monde. Et c'est un gars qui a une chouette vibes, voilà, qui est plutôt cool. Il est assez, on va dire, drôle. En tout cas, c'est un mec qui sent le good vibes, quoi, le bon feeling. Et voilà, donc allez voir, franchement, je le connais pas personnellement. C'est même pas un pote pour qui je fais un petit placement secret. Mais c'est un mec avec qui j'adorerais, pourquoi pas un jour collaborer. J'ai envie de collaborer avec des gens comme ça, mais j'ai jamais les concepts en me disant, bah tiens, je vais lui proposer ça va être fun et cool. Bah Renaud, si t'écoutes Bubble, écoute. Mais j'espère qu'il écoute. En tout cas, je lui ferai parvenir parce que je vais le taguer, je pense. Et c'est cool, allez découvrir, c'est sympa. Bon, j'aurais pu parler du retour de la Formule 1, mais sauf qu'au moment où on enregistre la vidéo, la course n'est pas passée. Donc profitez-en, me faites pas chier. J'aurais pu parler du... Oui, exactement. Et pas à travers un casque, lol. On aurait pu parler du film Formule 1. Attends, tu vas pas t'en tirer là. C'est quoi cette balle? Allez hop. Ça c'est... Non. Oh, le mépris, quoi. Oh, le tir. Je savais pas qu'il y avait le mépris dans l'émission. On aurait pu parler du film F1 avec Brad Pitt, dont le premier trailer, enfin la bande-annonce officielle est sortie. Comme Mathieu l'a dit, vraiment. Tu lui chies dessus sur le casque, tu parles de voiture. Je suis sur autre chose. C'est l'enfer. Il va très mauvais moment. C'est terrible. Mais non, je voulais vous faire un petit retour sur le Sigma BF dont on a parlé il y a quelques épisodes. Un appareil photo du coup ultra minimaliste quand l'innovation rencontre le design. C'est un appareil que j'ai reçu très récemment et franchement je l'adore quoi.
J'adore le format ultra minimaliste, très très beau, un bloc d'aluminium. Alors en termes d'ergonomie, c'est un petit peu particulier parce que vu que c'est un seul bloc, il n'y a pas vraiment de grip, donc il faut vraiment faire avec. La prise en main est un quand peu on l'utilise. casse-couille. Ouais. La prise en main, surtout à une main, parce que parfois tu essayes de t'incliner et tout, mais vu qu'il n'y a pas d'écran orientable. Si tu le fais tomber, celui-ci. Et si tu le fais tomber, c'est Déjà, il est dangereux. mort, mais en plus, même s'il est pas mort, l'impact que tu fais sur le truc en alu, c'est irrécupérable. C'est foutu. dangereux. Par contre, on retrouve une nouvelle philosophie de ultra simplifié, que ce soit dans les réglages, ultra simplifié dans la manière de l'utiliser. Même vu qu'il y a 2 écrans avec un petit écran monochrome, tu peux utiliser le réglage rapidement avec le visuel. Bref, je voulais vous faire ce petit retour parce que franchement, c'est mon petit coup de cœur du moment. Tu vas bien nous mettre 2-3 clichés sur la page Bubble là, que tu as tiré avec cet appareil. Ça sera prévu. Et même toutes les photos chez Renault ont été prises avec cet appareil. Donc vraiment, vous allez avoir un vrai cas d'usage. Et puis, je prépare des petits trucs moi sur mes réseaux. Donc allez voir ça. Et puis, c'était ma petite reco. Petit retour produit. Petit retour produit. Voilà, ça fait plaisir. Peut-être aussi une vidéo un peu plus complète sur ta chaîne. Sur mes réseaux Insta, j'ai déjà fait un petit unboxing. Et là, je vais faire un. Petit unboxing. Je déteste l'expression. Il est terrible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous dans Bubble. Merci les gars, c'était très cool de vous avoir. Merci. Mathieu d'avoir ramené ta science de VR. D'ailleurs, toi, t'as ton Mathieu qui boude. Ouais, vraiment. Mathieu qui va pas se remettre. Il est en boude alors que vraiment, je lui fais Je sais pas si je suis là la semaine prochaine. C'est terrible. Non, mais blague à part, t'as une émission qui s'appelle XR 360 sur laquelle tu parles du coup de VR toutes les semaines. On fait l'actu. Actu VR. Il y a un peu de gaming parce que il y a beaucoup de gaming parce que c'est ce qui fait drive l'audience beaucoup, mais on parle de toute l'actu. Et en ce moment, on en a gros sur Meta parce que ça enchaîne les fermetures de studios. Justement, je voulais avoir une petite pensée pour eux parce que Meta est en train de shifter un petit peu son modèle où ils sont en train de pousser tout ce qui est le freemium, tous les trucs un peu type mobile, quoi, designé mobile, et parce qu'ils essaient de pousser l'audience jeune et tous les studios qui nous ont fait des super titres, des super jeux. En tout cas, on pourra en parler davantage pour ceux qui voudraient aller un peu plus en profondeur dans l'IA et la réalité virtuelle. T'en parles régulièrement sur ta chaîne. Yes. Donc, grave. Donc allez voir ça. Franchement, ça fait plaisir. Et puis pour le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Laissez vos petites étoiles, ça nous aide énormément à le faire découvrir. Vos questions, vous êtes toujours timide, hein. On attend les questions, on attend de vous entendre. C'est vrai que on sait que vous nous écoutez. Mais on veut vous entendre. De plus en plus actifs sur le podcast, de plus en plus actifs sur Instagram et même un petit peu en DM, mais on a envie de vous écouter, donc n'hésitez pas à utiliser le lien en description pour pouvoir enregistrer vos questions. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Salut. Ciao.